recontextualiser, je voulais parler de wokisme vu que c'est un terme que beaucoup de gens à droite se servent un peu pour décrédibiliser tous les progressismes et du coup ça permet aussi de parler de pas mal de luttes à la fois. Le problème de ce mot c'est souvent qu'il est un peu creux derrière, c'est très confusant de est-ce qu'on critique les progressistes en général ou est-ce qu'on critique une petite partie qui serait pas bien, genre on admet que le racisme c'est pas cool, mais certains dans l'antiracisme ne font pas comme il faut et c'est toujours hyper confusant, ce qui fait que des fois derrière une critique de certains comportements militants on arrive à discréditer tout le mouvement. Bon, on va voir ce qu'ils vont en dire. Mais... Il y a Alex Mahoudo qui a fait un truc sur la panic walk, donc il a fait un livre aussi, différentes interviews et tout qui sont intéressantes. J'entends toujours depuis 2020 une dev de wokisme qui tient la route. Ouais, c'est exactement ça et on va voir s'ils vont donner une définition. Bon, déjà, les deux personnes qui sont interviewées, donc il y a la personne qui est passée récemment un peu partout là par rapport à son enquête où elle s'était déguisée pour infiltrer les woks et un autre gars que j'ai écouté à d'autres trucs qui a l'air pas terrible, quoi. Alors, avant de commencer notre débat sur la révolution culturelle woke, je voudrais qu'on s'intéresse tout de suite à une objection qu'on entend beaucoup dans le débat public, qui est le wokisme, ça n'existe pas, c'est une invention de réactionnaires, et c'est vrai qu'on a énormément de livres qui parlent. Alors, c'est la position que je tiens jusque-là, mais vu que c'est un truc vague, le fait... Bon, après, je suis pas dans le débat sémantique, donc si la personne me dit ça existe et j'y mets ça derrière, si la définition désigne quelque chose qui est cohérent, allez, je veux bien l'admettre, mais jusque-là... Bon. Pareil sur le sujet du wokisme, dans les librairies, c'est devenu presque un genre à part entière, on ne compte plus le nombre de livres qui s'intéressent à ce sujet et toute une partie de la gauche dit voilà, le wokisme c'est une invention de la droite. Alors Pierre-Valentin, vous qui avez été un des premiers à parler de ce sujet, qu'est-ce que vous répondez à cette objection ? Mais déjà, je trouve ça un peu désolant que 2 ans après que le terme ait fait apparition dans le débat public français, enfin le débat en soit encore là, qu'on soit encore obligé de prouver que 2 + 2 = 4, qu'on soit encore à expliquer par exemple que ce que Nora raconte dans son ouvrage a vraiment eu lieu, parce que c'est la seule attaque pour l'instant qui est faite de l'ouvrage. En quoi est-ce qu'il existe ? Premièrement, les témoignages que récolte Nora dans son ouvrage sont particulièrement saisissants, donc on voit l'organisation d'une Pride radicale, on voit la tentative d'essayer d'incarner l'intersectionnalité en pratique et l'impossibilité théorique qui est associée. Donc dans quel ordre est-ce qu'on fait marcher les gens ? Est-ce qu'on met les racisés, comme ils disent, devant ? Est-ce que le blanc homosexuel handicapé a le droit de doubler la trans lesbienne noire ? Je pense qu'il va revenir, c'est souvent ce truc de à vouloir faire de l'antiracisme, finalement on continue à être raciste puisque on veut finalement différencier les noirs et les blancs. Bon, j'imagine que c'est ça. Blanc, homosexuel, handicapé, a le droit de doubler la trans lesbienne noire. Et on voit les rouages de cette idéologie rentrer en friction. L'autre objection qui est souvent faite, c'est le fait que le terme soit flou, fourre-tout et indéfinissable. Ouais, effectivement. Ouais. Ça, c'est la grosse objection. Genre, j'imagine que même quelqu'un qui défend l'existence du wokisme pourrait admettre ça quand même. Que c'est utilisé tout et n'importe comment, tout comme plein d'autres mots, c'est assez classique. Les mots qui sont utilisés par la droite, ils parlent même de panique morale. C'est souvent ça quand les réactionnaires, il y a une panique morale, ils ont peur d'un truc complètement anodin et que pas forcément, vu que antiraciste, ça fait pas très peur. Il faut mettre un mot un peu plus qui fait peur derrière. Donc il y a islamo-gauchisme, il y a comme woke, comme social justice warrior, quoi. Bon, c'est des classiques. Moi, je ne pars pas du principe que le terme est toujours manié avec rigueur dans l'espace public, c'est pas la question. Je sais que parfois le fait que le drapeau de l'Union européenne ait été mis sous l'Arc de Triomphe, ait été qualifié de wokisme, je trouve ça un peu ridicule. Par contre, je pense que le terme se définit bien. La définition que j'en propose, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, qui ont pour but d'inférioriser, comme ils disent, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Alors, s'il dit ça, c'est qu'il n'est pas d'accord avec ça, donc il ne pense pas que le système dans lequel on est raciste et sexiste, il ne pense pas que le système dans lequel on est oppressif, donc s'il dit ça. Parce que toute la définition qu'il en a donnée, moi je suis d'accord en fait. L'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Et le woke, justement... Oui, justement, c'est invisible, c'est-à-dire que ça montre bien que des fois... la critique des woke, ça va être de pas te dire qu'il y a un système des fois qui a envie de faire souffrir les gens. Non, c'est invisible parce que des fois il y a des mécanismes, il y a des structures sociales qui fait que même peut-être que certaines personnes qui sont bien placées dans la société peuvent en venir à discriminer d'autres par des structures sociales sans forcément vouloir nuire aux autres, quoi. Et bon, si jamais il n'est pas d'accord avec ça, faut démontrer. Oui, je pense qu'on peut dire que la charge de la preuve revient à eux là dans ce cas-là. Okay. L'éveillé, c'est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste et qui se donne pour mission dans la vie de conscientiser les autres à cette réalité néfaste, secrète, cachée que lui aurait perçue. Et je pense qu'une fois qu'on a balayé rapidement ces deux objections-là, le vrai débat peut commencer et on peut vraiment commencer à comprendre ce que c'est, comprendre la psychologie, comprendre l'influence dans la culture. Et je trouve ça assez terrible de voir que de par la pression de ces militants en ligne et d'un certain nombre de journaux de gauche, on en soit encore 2 ans après à dire oui, je vous promets, ça existe. Après les événements de Sciences Po Grenoble, où on avait vu un professeur, quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, avoir son nom placardé sur les murs de l'IEP. Et après tous ces événements-là, on est encore à dire... J'ai peur que ce soit
tellement creux que bon, je vais si ça se trouve il y a des moments où je vais juste rien avoir à dire. Bon, en fait on ne sait pas, est-ce que ça existe, on ne sait pas. Nora Bussini, votre livre, vous auriez pu l'intituler Le wokisme existe, je l'ai rencontré. Peut-être pas, j'avais voulu justement ne pas mettre le terme woke dans le titre, c'est moi qui vais demander à mes éditeurs qui ont respecté ça. Justement, comme le dit Pierre Valentin, je trouve que c'est un mot qu'aujourd'hui qui est galvaudé, que déjà les militants... Elle admet que le mot est galvaudé, effectivement. Quand bien même on admettrait qu'il y a une définition concrète, ouais, c'est clair que c'est utilisé n'importe comment. Moi j'appelle ça plutôt des militants extrémistes, progressistes. Les militants extrémistes progressistes. Et c'est pour ça que je ne voulais pas employer ce terme-là, parce qu'il est galvaudé, eux-mêmes s'en moquent, ne l'utilisent plus pour se qualifier. Je crois que si je ne me trompe pas, initialement c'était utilisé par ces militants aux États-Unis, et ce n'était pas du tout dans une volonté d'ironiser ça. Aujourd'hui, pas du tout. C'est pour ça que je l'aurais pas intitulé peut-être comme ça, mais en tout cas je me suis confrontée à ces militants. Qu'est-ce que vous avez vu alors? Comment vous décrirez ce militantisme que vous avez rencontré? Séparatiste, ségrégationniste, puisque moi j'ai été engagée pour trier des Blancs dans une manifestation de près de 40 000 personnes à Paris. Donc, la Pride radicale. Exactement. Est-ce que vous expliquez? Ouais, alors je sais pas si elle va le dire, mais quand on creuse un peu dans d'autres interviews, elle dit ça, mais en fait les gens étaient quand même beaucoup plus laxistes qu'elle, et c'est elle qui a quand même, elle s'est bien pris au jeu, et bon, je voudrais pas dire de bêtises. Expliquez peut-être à ceux qui nous regardent ce que c'est que cette Pride radicale. Oui, alors c'est une Pride qui a été lancée en 2021 et qui déjà à l'époque avait rencontré un petit succès parce qu'il y a eu un peu plus de 20 000 personnes pour son premier lancement. C'est en fait une Pride qui venait critiquer la marche des fiertés, donc la Pride habituelle qui se tient à Paris parce qu'elle a été jugée beaucoup trop capitaliste. Donc c'est une Pride qui se veut anticapitaliste, qui vient défendre toutes les discriminations. On parle aussi bien des personnes issues de l'immigration, des personnes transgenres, LGBTQIA+. Voilà, c'est toute une Pride qui est donc plus extrême dans le principe. Et donc moi, j'ai... Là, il y a souvent une confusion entre radical et extrême. Je sais pas ce qu'elle veut dire par là. Parce que oui, c'est radical dans le sens... ça défend... oui, on est comme toute forme d'oppression. Donc oui, c'est des gens qui sont anticapitalistes, antiracistes, etc. Moi, j'ai toujours du mal avec le terme extrême gauche. Je vois pas qu'est-ce que vous allez dire extrême. Je trouve ça le terme radical se tient. Mais extrême, ça... Il y a quand même forcément une connotation négative, et j'ai plutôt tendance à affirmer qu'il y a une extrême droite, mais extrême gauche, ça fait moins sens, quoi. Disons que souvent on met une espèce de dos à dos extrême gauche, extrême droite, comme si ça se valait. Non, c'est juste rien à voir, c'est pas comparable, quoi. Et du coup, je pense qu'il y a une gauche qui est radicale, parce quand on est très à gauche, oui, on est comme toute forme d'oppression, et alors à droite, on peut toujours être encore plus extrême, quoi. J'étais engagée, je n'étais pas seulement participante, en fait j'ai voulu rejoindre l'organisation. Donc en fait cette année-là, en 2022, il y avait quand même 40 000 personnes qui étaient annoncées, je crois que c'est effectivement les scores qui ont été atteints. Donc moi, comme je suis française, mais j'ai quelqu'un de ma famille, j'ai une partie de ma famille qui vient du Maroc, donc je suis dite racisée, j'ai eu le droit d'être engagée au service d'ordre pour pouvoir faire respecter la non-mixité. Donc faire respecter la non-mixité, qu'est-ce que c'est? C'est trier les gens selon leur couleur de peau, puisque les blancs n'avaient pas à être mélangés avec les personnes que l'on qualifie de racisées. Donc mon travail à moi était dès que je vois une personne blanche, je la sépare pour qu'elle aille à l'arrière du cortège. Et après, j'ai dû faire respecter une mixité intra-racisée, puisqu'il fallait que les personnes noires soient devant et les personnes maghrébines après. Effectivement, c'est un exemple, j'allais dire, chimiquement pur. Ok, si c'est ça le truc le plus grave qu'elle aperçoit, ok, vraie menace, ouais, ça... À la limite, en fait, j'ai toujours le truc des fois pas très clair, c'est que, à la limite, on pourrait être contre certaines pratiques. Bon, là, le fait qu'il y ait un cortège, ok, bon, mais ça, c'est des questions qui sont déjà discutées, c'est pas un scoop, quoi. Il y a déjà des gens dans ces milieux-là qui se posent ces questions, hein. Mais, ok, peut-être qu'on pourrait être contre. Bon, le fait qu'il y ait un cortège de tel ou tel groupe, bon, ça se trouve, ça se tient. Moi, à la limite, on peut discuter de ça, mais ça me paraît tellement anecdotique, non? Enfin, ou alors peut-être que je sous-estime le truc, mais si c'est ça l'exemple qu'elle prend pour dire qu'il y a un problème, ok, on a... Genre, ouais, les gens vont marcher dans un autre cortège, ils sont toujours à la manif, ils sont pas... Enfin, bon. De ce qu'on pourrait appeler wokisme, Samuel Fitoussi, est-ce que pour vous la définition du wokisme... Je pense que ça doit être typiquement les gens qui ne comprennent pas l'intérêt aussi des fois d'avoir des groupes en non-mixité. C'est peut-être un intérêt, mais bon, de leur point de vue, ça c'est toujours là où il va toujours avoir une confusion, c'est que sous couvert de décrédibiliser certaines franges extrêmes, ils ont finalement le vrai problème, c'est qu'ils ont un problème avec le progressisme en général, quoi. Ah oui, lui, je me souviens un peu de lui. Ok, lui, il y aura des trucs à redire, je pense, chez lui. Le wokisme comme juste un progressisme qui se radicalise, elle est suffisante, ou vous la donnez une différente? Je pense que le mot wokisme est très important dans le débat public parce qu'il permet de nommer certains militants autrement que par les étiquettes vertueuses dont ils se parent. Donc on peut peut-être nier que le wokisme est une philosophie cohérente, mais on ne peut pas nier qu'il y a un ensemble d'idées qui ont envahi les sociétés occidentales ces 5-10 dernières années. Ces idées, on peut en nommer quelques-unes. Par exemple, l'idée qu'on peut être biologiquement un homme mais se sentir au fond une femme, ou vice-versa. L'idée que
société. Ok, donc derrière woke, il met le fait de... C'est exactement ce que je disais, c'est que sous couvert de, on va dire, on veut s'attaquer à des extrêmes, et en fait non, il attaque le progressisme en général, oui, admettre que les personnes trans existent. Voilà, pour lui c'est woke. Du coup, waouh, incroyable. Si c'est ça être woke, ouais, ok. Les différences comportementales et tempéramentales entre les hommes et les femmes sont toutes construites par la société. Bon, ça c'est un homme de paille parce que personne dit que tout est construit, mais par contre, une grosse partie est construite effectivement. Donc ça pour lui c'est woke, ok. L'idée que les institutions et les films doivent représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société, groupes définis selon certains déterminismes identitaires, et qu'il faut mettre en place beaucoup de discrimination positive sur des critères ethniques pour arriver à cette représentation proportionnelle. Ouais, pour éviter d'invisibiliser certains groupes, quoi. Et pas seulement des idées, mais aussi des événements comme ce que Nora vient de décrire, les réunions en non-mixité, etc. Donc cette... Ok, oui, il est contre aussi les réunions de mixité. Le problème toujours ça, c'est que l'autre, elle essayait de décrédibiliser, du coup, de critiquer certains extrêmes, entre guillemets, quoi, certains comportements. En tout cas, on pourrait admettre être pour le progressisme, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont progressistes, qui sont d'accord avec elle pour dire, ok, à tel comportement problématique chez certains progressistes. Et lui, il jette quand même carrément la pierre sur tous les progressistes. Et là, il dit le mot important, mais en quoi le mot important là, il critique juste l'ensemble du progressisme, quoi, en fait. réalité, on ne peut pas nier qu'elle existe. Et pour la décrire, parce qu'on ne peut pas aussi nier qu'il y a une corrélation sociologique dans les thèses que j'ai décrites. Quand on adhère à l'idée, par exemple, qu'on peut être un homme mais être au fond une femme ou vice-versa, il y a quand même des grandes chances qu'on adhère aussi à l'idée qu'il faut représenter proportionnellement tous les groupes qui composent la société. Donc le wokisme, si ce n'est pas une philosophie cohérente, c'est au moins une réalité sociologique. Et si on n'utilise pas le terme wokisme, alors on est obligé de décrire ces militants de la manière dont ils se définissent, c'est-à-dire militants antiracistes, militants féministes. Et quand on est sur un plateau télé à débattre contre une militante féministe ou un militant antiraciste... Donc là, il revient carrément sur le truc qu'on dit souvent, c'est... Oui, le wokisme, ça sert juste à décrédibiliser les gens, vu que tu peux pas les appeler... Vu que si tu dis « je suis contre les antiracistes », ça marche pas, tu leur donnes un nouveau terme, comme ça, forcément, comme ça, tu peux les critiquer sans problème. Donc il est en train d'assumer ça. À moins qu'il fasse une différence entre d'autres antiracistes et ça, mais... Ouais, j'imagine effectivement, peut-être qu'il serait OK avec des terfs et de dire, je sais pas si peut-être qu'il est d'accord pour critiquer le sexisme sur certains aspects, mais qu'il est anti-trans, peut-être, j'en sais rien, on va voir. On a en fait déjà perdu le débat, parce qu'on est quoi, nous? On est anti-raciste, donc le terme woke est pertinent, il décrit une réalité peut-être pas philosophique mais sociologique, et je pense qu'il faut absolument se battre pour le conserver. Oui, d'ailleurs, il y a une tribune dans Le Monde en mai dernier qui s'est intitulée « L'anti-wokisme est infiniment plus menaçant que le dit-wokisme ». Oui, effectivement. Je cite d'ailleurs les gens dans cette tribune qui disaient il nous paraît urgent d'alerter le public sur un fait massif, l'anti-wokisme, qui alimente d'innombrables tribunes, numéros spéciaux de journaux, émissions de télévision, et qui est littéralement devenu en France une affaire d'État, et infiniment plus puissant et menaçant aujourd'hui que le dit-wokisme auquel il prétend s'attaquer. L'anti-wokisme, c'est une menace aussi à prendre en considération. Non, mais je pense qu'il y a différents... C'est tout le vent réactionnaire qui s'attaque à un homme de paille, qui s'attaque au progressisme, sous couvert d'une espèce de mot pour... type d'anti-wokisme, certains peut-être incarnent une menace, pas l'anti-wokisme que défend le Figaro, les conservateurs universalistes en France, c'est la panique morale paradoxalement est peut-être justement de l'autre côté. Et, la panique morale est de l'autre côté. J'entends beaucoup qu'on en fait trop avec le wokisme, mais le wokisme, c'est quand même un élément fondamental de la vie culturelle occidentale. C'est des idées qui ont déferlé ces dernières années dans nos institutions, dans nos universités, dans le secteur culturel, au César, dans les films qu'on regarde sur Netflix. C'est tout l'imaginaire de notre époque qui est en train de changer. Là, on dirait dans la panique morale. Waouh! On entend partout dans les institutions. Maintenant, on reconnaît que les personnes trans existent. Waouh! Quel drame! Plein de croyances, la conscience d'elle-même de la civilisation occidentale. Il y a 10 ans, les Occidentaux n'avaient pas l'impression d'être structurellement racistes, structurellement biaisés contre les femmes et les minorités, ou en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Il est en train de dire que avant, on n'avait pas conscience qu'il y avait une société discriminante et du coup, c'était mieux, alors que maintenant, il y a effectivement des trucs un peu nouveaux qu'on parle un peu plus. Peut-être les questions LGBT, tout ça, c'est pas nouveau, mais effectivement, peut-être qu'on en parle un peu plus. Mais je pense qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a ce côté où... Oui, c'est vrai qu'à droite, il y en a qui critiquent ça, ce côté on s'auto-flagelle à se dire oh là là, nous on est des blancs, on est des vilains hyper racistes, du coup on s'auto-flagelle. Ils ont une perception, c'est fou comment ils comprennent pas ce que c'est le progressisme, quoi. Faut vraiment avoir aucun problème dans sa vie pour être paniqué pour des trucs comme ça quand même. L'homme occidental, l'homme avec un grand H, a changé de perception de lui-même. Donc c'est quand même Ah oui, oh là on est la bonne vibe essentialiste. L'homme avec un grand H. L'homme occidental, l'homme avec un grand H, a changé de perception de lui-même. Il a changé de perception de lui-même et maintenant il est plus
on n'a plus un homme super génial au-dessus de tout. Maintenant, il admet que... Enfin, je sais pas trop à quoi ça fait référence, mais ouais, il est en train de dire que, en gros, les hommes blancs qui étaient avant privilégiés, maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont pas... qu'ils c'est peut-être pas légitime, qu'ils aient des privilèges. Je sais pas. Bon. Donc c'est quand même un bouleversement, selon moi, majeur. Et il est absolument normal que plusieurs essais par an paraissent sur le sujet. Un bouleversement majeur. C'est vraiment les... Bon, peut-être... j'ai toujours... Je sais que c'est n'importe quoi, mais à la fois, j'ai envie d'être charitable pour demander, mais qu'est-ce qui leur fait autant peur derrière ça, quoi? Est-ce qu'on a loupé un truc? L'inverse serait inquiétant. Mais est-ce qu'on n'a pas quand même affaire à un phénomène d'abord américain? C'est-à-dire que vous avez beaucoup lu d'auteurs américains. Dans votre livre, Samuel Fitoussi, il y a beaucoup d'exemples qui viennent de la production culturelle américaine. Est-ce qu'on n'a pas tendance à plaquer un phénomène américain en France, ou en France, ce serait quand même assez circonscrit, assez qui viennent des États-Unis, classique. limité? C'était, je dirais, une des seules critiques de la note on Apple que j'avais faite il y a 2 ans, la seule qui revenait sur le fond, c'était de dire, vous décrivez là des réalités américaines, ne cherchez pas à les importer. Ce qui est généralement d'une hypocrisie folle, parce que l'importation de concepts américains vient d'abord de nos woke à nous. On voit notamment un grand nombre de concepts qui sont même plus traduits, qui restent au stade de concepts anglais. On voit woke-washing qui veut dire... Wokisme. Ils sont cons, quoi. Woke, c'est clairement un terme anglais qui n'a pas été traduit. Donner l'impression d'être woke dans les discours, mais pas dans les faits, ce qui permet de jouer à la pureté morale en disant, regardez, telle entreprise qui a changé ses couleurs aux couleurs LGBT pendant le mois de juin n'est pas vraiment woke, mais fait que du woke-washing, il faut qu'ils en fassent plus. Mansplaining, enfin énormément de concepts, on ne va pas tous les faire, mais ils sont même plus traduits. Donc de ce point de vue-là, c'est clairement américain. Par contre, on peut reprendre à notre compte l'analyse de Debré qui... Toute la critique de wokisme, moi je dis une bêtise, mais c'est pas... Ça vient pas des États-Unis, la panique morale sur le wokisme? Vous venez à nous dire qu'on était une civilisation de plus en plus américanisée, qui a tendance à copier l'Amérique à tous les niveaux. Donc de ce point de vue-là, dire que quelque chose est américain, c'est de dire que c'est potentiellement français. C'est-à-dire qu'on a tendance à les suivre à tout. Le truc de la panique de l'idéologie qui vient des États-Unis, tout ça, c'est limite complotiste quand même. Ça. Quand même, c'est vrai, ouais, il peut y avoir des idées qui viennent des États-Unis. J'ai du mal à voir ça autrement que par... On met un imaginaire un peu négatif là-dessus, parce que dans les faits, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut en conclure. Oui, ok. Dans le pire des cas, oui, ça vient des États-Unis, ok. On porte pour beaucoup des jeans autour du plateau. Enfin, culturellement, il y a une tendance lourde à l'américanisation qui date depuis le plan Marshall, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc de ce point de vue-là, ça veut juste dire qu'ils ont un peu d'avance. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle français capable... Dites-moi dans le chat si je dis des bêtises, si ça se trouve sur le truc par rapport aux États-Unis ou quoi. Je peux me tromper. De résister à ça, c'est une grande question. Et pour revenir ensuite sur l'idée que ce serait marginal en France, je pense que déjà, les Français regardent les séries Netflix dont nous parle Samuel Fitoussi, vont dans les facs de sociaux que Nora Bussini a infiltrés. Les Français, en fait, découvrent ce jargon-là. Les Français subventionnent le planning familial qui explique qu'on peut avoir des hommes enceints. Donc les Français découvrent cette réalité-là aussi. Elle est croissante. Et par ailleurs, un fait qui est souvent oublié, parce qu'on a tendance à regarder... Donc là encore, ça fait quoi? Oui, il y a des mots anglais qui servent à décrire certaines choses, on les a pas traduits, mais bon, ça c'est pas que sur des termes progressistes. Il y a plein de mots anglais qu'on traduit pas. Ouais. Donc là, il parlait de mansplaining. Oui, il y a des mots qu'on a gardés comme ça, peut-être qui servent à décrire des trucs intéressants. Et là, sur, décrire des hommes enceints, à partir du moment où tu acceptes que les personnes trans existent, ouais. Des sondages en disant, regardez, seuls X% de Français affirment que, et donc c'est très marginal. Mais la question de la quantité est moins importante que celle de entre guillemets, de l'influence des personnes converties. Aujourd'hui, quand on regarde les sondages, notamment ceux qui avaient fait par l'IFOP en 2021, ceux qui adhèrent aux différentes thèses woke, donc sur le racisme systémique, sur la théorie du genre, etc. La théorie du genre. Alors, ceux qui utilisent encore ce terme, vraiment arrêtez, ça n'existe pas la théorie du genre, il faut vraiment arrêter avec ça. Je vous renvoie encore vers la vidéo qu'on a faite avec Lila sur en finir avec la théorie du genre, quoi. Ça n'a aucun sens. Il y a juste des études sur le genre, il n'y a pas une théorie du genre, ça désigne rien de concret, quoi. Ça. C'est un truc c'est la droite, c'est les gens anti-LGBT qui ont inventé ce terme pour pouvoir critiquer un truc parce qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer aux études sur le genre qui sont plurielles, qui disent plein de choses différentes. Donc ils ont tout regroupé les trucs progressistes qui acceptent l'existence des trans. Ils ont regroupé ça sur théorie du genre, comme ça ils peuvent l'attaquer. Ceux qui adhèrent aux différentes thèses woke, donc sur le racisme systémique, sur la théorie du racisme, il nie le racisme systémique, c'est chaud quand même. Pour lui, il y a pas de structure raciste en France, il y a pas un truc systémique qui fait que genre quand t'es noir, t'es pas genre un peu désavantagé par rapport au fait d'être blanc dans le pays. C'est qui le gars qui explique que sur le plan universitaire, la droite est tellement inférieure qu'elle est obligée de faire des attaques de biais comme ça. Ouais, carrément. Ça c'est... Mais je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Une analyse que la droite en fait s'attaquait souvent aux universités parce que c'est le seul bastion qu'ils ont pas, quoi, en fait. La sphère de droite, ils ont l'économie, ils ont les médias, ils ont plein de trucs. Mais ils n'ont pas l'université, puisque presque par définition, le milieu intellectuel est de gauche et des intellectuels de droite, c'est presque antinomique, quoi. C'est peut-être Geoffroy de la Gannerie qui disait ça, je crois.
Je suis pas sûr. Et du coup, forcément, tout le truc de islamo-gauchisme à la fac et tout ça, on essaie de critiquer les universités, parce qu'il faut arriver à attaquer la dernière instance qu'on ne peut pas s'approprier, quoi. Du genre, etc. C'est des jeunes diplômés ou en passe de le devenir. C'est-à-dire, pour parler très franchement, les futurs avocats de demain, les futurs journalistes, les personnes qui vont garnir les différents ministères, les personnes qui vont travailler dans différents laboratoires d'idées. Sûrement parce que t'es une IA en vrai, t'es trop bienveillant pour être un homme avec un crush. Et donc, c'est la culture de demain, et déjà, on le voit assez largement, la culture d'aujourd'hui. Quand on suit les médias jeunes, et quand on suit l'évolution de la classe politique, particulièrement au sein de la NUPS, on voit déjà des signaux envoyés, des façons de parler, des façons de s'excuser pour pas grand-chose, des façons de communiquer, d'envoyer des signaux à cette base-là. Et donc, oh là là, on sait qu'il y a des gens qui s'excusent pour pas grand-chose. Waouh. En fait, je trouve ça incroyable à quel point ils rebondissent. Genre, ils ont pas un truc dramatique à raconter, quoi, un truc où on se dit waouh, ok, il y a un problème, quoi. Donc le sommet de la pyramide est en train de changer, si vous voulez, au niveau d'un remplacement d'élite. Alors, Bussini, vous, dans votre enquête, vous avez choisi d'infiltrer un certain nombre de lieux, la Prague radicale, Paris 8, mais aussi en région. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces lieux? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver, ou est-ce que finalement vous avez l'impression que en fait, cette idéologie, ces militants étaient déjà très présents, très nombreux en tout cas, ça n'a pas été très compliqué de les trouver quelque part? Non, parce que justement, en fait, j'ai aussi été aidée soutenue par d'autres militants. Ce sont des militants LGBT, ce sont des militants qui luttent contre le racisme et qui sont universalistes et qui même remarquent qu'il y a des extrêmes au sein même du militantisme que eux veulent pratiquer. Donc en fait, souvent, il me suffisait juste d'aller dans des groupes et j'avais des personnes qui m'envoyaient, qui me disaient regarde cet événement-là, nous on peut pas y aller parce qu'on est. J'ai l'impression qu'elle fait une nuance entre, je sais pas si de manière générale elle est anti sur toute forme de progressisme, est-ce qu'elle est vraiment hyper réactive, je sais pas, mais en tout cas elle a l'air de faire une nuance entre certains groupes militants et en général. Je sais pas du coup est-ce qu'elle serait quand même d'accord sur la plupart des analyses progressistes et si elle critique juste un aspect ou bon, je sais pas. On est homosexuel, mais on est blanc et on est cisgenre. Ou alors, tiens, tu devrais peut-être aller à cette manif, elle se tient à Dijon et normalement elle est interdite aux mecs cisgenres, donc aux personnes aux hommes qui se sentent hommes et qui sont nés assignés hommes. Je pense que tu as des meilleures définitions, plus efficaces que moi. Voilà, donc en fait c'était plutôt simple parce que j'allais aussi sur les réseaux sociaux et que ils ont bossé 6 mois et ils n'ont rien trouvé. Ils forcent surtout pour grossir le problème. C'est vrai que c'est ça, hein, ils prennent les peu de trucs qu'ils ont. Et après, c'est une différence de perception. Pour les gens de droite, peut-être que ça paraît vraiment problématique. Ça me fait penser à Paul Sugy, qui est, on va dire, allez, si je suis sympa avec lui, c'est un des seuls anti-vegan, anti-antispécistes, quoi, qui arrive à décrire, on va dire, il fait pas trop d'homme de paille, quoi. Il arrive quand même à décrire une pensée antispéciste sans trop la déformer. Et des fois, il décrit un truc où j'ai envie de dire, ouais, effectivement, c'est ça. Et juste après, il dit, du coup, c'est pas bien. Ok. Et des fois, il y a des trucs comme ça où ils rebondissent sur des détails et pour eux, je sais pas, dans leur logiciel de pensée, c'est dramatique. j'ai été soutenue par d'autres militants aussi. C'est important et je voulais qu'ils figurent. Oui, vous en parlez d'ailleurs à de nombreuses reprises. Alors il y a un phénomène aux États-Unis qu'on appelle go broke, c'est-à-dire toutes ces entreprises qui ont en fait un backlash, un retour de bâton parce qu'elles ont été trop woke et justement elles sont punies par les consommateurs. On peut donner l'exemple de la bière Bud qui avait utilisé une influenceuse trans pour faire la publicité et qui a perdu je crois 25% de ses ventes. On peut citer aussi Disney qui. Attends, ils sont en train de donner, c'est une balle contre son camp ça. Ils sont en train de dire il y a des entreprises qui ont voulu mettre des personnes trans en avant et du coup ils ont fait moins de ventes, ça leur a porté préjudice. Ben oui, parce que la société est peut-être transphobe justement, non Attends, je sais pas si j'ai mal compris. J'ai l'impression que ça dessert leur discours. Ils sont en train de dire ben oui, peut-être qu'il y a une société qui a effectivement des discriminations qui sont systémiques et ben effectivement des fois te positionner en faveur de certaines personnes ça te porte préjudice, ouais. A fait des très mauvais chiffres dans ces dernières fictions justement parce qu'elles ont été jugées trop woke. Alors est-ce qu'il n'y a pas un retour de bâton, notamment dans les grandes marques finalement le wokisme est en train de devenir non pas un atout pour se distinguer culturellement, mais au contraire fait perdre des consommateurs? Moi, malheureusement, j'y crois pas trop, parce que je pense qu'il y a une mécompréhension. Moi, je me suis plongé dans l'industrie du cinéma sur les raisons pour lesquelles certains scénaristes font des films complètement woke. On peut croire que c'est parce que économiquement, ils trouvent ça avantageux, parce que c'est ce que demande le public, etc. Et que quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il y a dans le public, ils vont changer. Mais en fait, la raison principale, c'est que ce sont des militants. C'est que ce sont des gens qui croient profondément à leur engagement, qui sont persuadés d'agir pour le bien, qui sont persuadés que nos sociétés sont systématiquement racistes, transphobes, homophobes, et qu'il faut combattre cet état de fait. Ce qui dit ça, c'est qu'il pour lui, la société, elle est pas transphobe, elle est pas homophobe, ok. D'accord. Donc je sais pas, je rappelle, il y a genre, si je dis pas de bêtises, jusqu'à il y a à peine quelques années, les personnes trans étaient obligées
se faire stériliser avant de faire une transition. Je trouve ça incroyable d'être aveugle, parce qu'à la limite on peut, je sais pas, peut-être qu'il peut vouloir nuancer, dire que des fois il y en a qui en font trop, effectivement il y a des discriminations, mais il y en a pas tant que ça, et lui j'ai l'impression il nie ok, la société, il n'y a pas de racisme à grande échelle, il n'y a pas d'homophobie à grande échelle. Bon, ok. Un devoir moral d'agir. Donc des pertes économiques, ils sont prêts à en accepter. Et par ailleurs, je suis pas optimiste sur la façon dont le public continuera à recevoir ces œuvres woke, parce que la jeunesse, comme l'a dit Pierre, devient de plus en plus woke, donc adhère à toutes ces thèses, et de plus en plus n'aura pas connu le monde d'avant le wokisme, les œuvres complètement Ils connaissent pas leur réalité, tu dis mais je pense qu'ils ont une réalité... Enfin, ils sont c'est le biais du milieu social, c'est dans leur milieu, sûrement que leur système de pensée, j'allais dire leur système de pensée est cohérent, non, je suis pas sûr qu'ils s'attachent à la cohérence, mais j'imagine que ils ont une perception très différente de par leur milieu, quoi. Franchi des commandements idéologiques. Donc pour eux, ce sera une nouvelle norme et sans doute ils les apprécieront. Et par ailleurs, on voit récemment que le film Barbie, certains ont essayé d'en faire un film conservateur anti-woke, moi j'adhère pas à cette analyse. C'est un des plus grands succès de tous les temps au box-office mondial. Il cartonne et des centaines de millions de personnes sont allées le voir. Et pour vous, c'est un film woke. Et pour moi, c'est un des... j'ai vu beaucoup de films woke, et pour moi, c'est un des films les plus woke que j'ai jamais vu, parce qu'il y a quasiment aucune ligne de dialogue sans message idéologique derrière. Ouais. Je vois que toi, malandrin, tu dis Barbie fait des milliards au box-office, donc toi tu dis l'inverse. Bon, j'avoue que j'ai pas vu le film, donc je sais pas, j'ai l'impression que ça a l'air d'être débattu effectivement de est-ce que c'est un film woke ou pas, ou anti-woke. C'est marrant qu'on en soit à utiliser ces termes quand même. Bon. Mais j'ai vraiment aimé le film, j'ai vraiment aimé ma séance parce que c'était fascinant. Barbie est pas woke, mais peut-être que de la part des anti-woke, pour eux, en fait, c'est là que tout dépend, c'est là que c'est archi ambigu. Il y en a certains, et là ils sont pas tous d'accord entre eux, j'ai l'impression, mais il y en a où à partir du moment où tu parles de genre, ou à partir du moment où tu considères qu'il y a du racisme dans la société qui est systémique et pas juste de quelques personnes isolées, et à partir du moment où tu acceptes que les personnes trans existent, t'es woke, waouh. À analyser. Si tu as cette grille de lecture, effectivement, tu vois le wokisme, tu le vois partout. Il aurait fallu que je vois Barbie avant. D'un point de vue culturel, d'un point de vue idéologique. Une multinationale qui produit un film pour vendre des jouets, c'est tellement radical. Donc j'ai vraiment passé une bonne séance, mais effectivement c'est un film complètement woke. On pourrait en parler une heure, mais la thèse défendue dans le film, c'est que nos sociétés sont patriarcales, ce qui est une thèse éminemment contestable. J'essaie d'ailleurs de le démontrer dans le livre. Pierre Valentin, vous ne croyez pas D'accord, il nie qu'il y a un sexisme systémique, quoi, ou... non plus au go-broke Je pense que ça se vérifie dans les grandes largeurs. Je pense qu'il y a quelques exceptions. C'est vrai que Barbie m'a étonné de ce point de vue-là en termes de succès quantitatif. Je pense que quand même, on a vu Netflix avec des mots voilés, mais quand même faire marche arrière, et au moins en 10 ans, je ne sais pas si ce sera suivi de faits, mais en 10 ans, dans une lettre ouverte, interne à ses employés, maintenant vous allez devoir faire des films avec lesquels vous ne serez pas forcément d'accord. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez prendre la porte, et on va appliquer cette nouvelle norme en interne. On a vu, par exemple, le géant du jeu vidéo EA annoncer peu après la débâcle Disney qu'eux ne prendraient pas position sur les questions sociétales. Et ça, je trouve que c'est un marqueur faible assez intéressant, où on sent que certains ont trempé l'orteil dans le feu, et ensuite ils disent nous, chat échaudé, craint l'eau, et on n'ira pas là-dedans. Donc je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, un phénomène dissuasif qui peut marcher, qui peut augurer, mais c'est encore un peu tôt pour le dire, un renversement de bascule, une bascule sur cette question. Et je pense que, par ailleurs, ce qui complique un peu l'analyse, c'est que le cinéma français notamment vit dans un monde de subventions, vit dans un monde où Bon, là, j'avoue, je sais pas trop quoi dire, vu alors, je sais pas si je comprends bien ses propos, mais j'ai l'impression qu'il parle du contexte du cinéma précédemment, donc je pense pas avoir les connaissances pour répondre sur ce cas. Bon, je sais pas. Question du consommateur et du public est plus faible. Peut-être un truc à analyser dans son discours que j'ai loupé, je suis pas sûr d'être hyper bon là-dessus. Voire dans certains cas non existantes. Et donc il n'y a pas de sanctions de sanctions libérales, entre guillemets, de pression libérale d'offre et de demande pour faire faiblir. Mais justement, je voudrais qu'on aborde plus précisément. Bonsoir. Je sais qu'il faut pas critiquer le physique, mais j'arrive devant un mec cis blanc qui porte un col roulé avec une veste et qui parle wokisme au Figaro. Le cliché total. Mais... Oui, mais c'est pas anodin quand même, le code vestimentaire. Ça veut pas rien dire. Quand les gens ont un costard, quand les gens... le col roulé, le fait qu'il soit tout en bleu, ça veut pas rien dire quand même. Si vous voulez voir, vous connaissez peut-être la chaîne Horizon Gull, qui est une chaîne de psychosocial très très chouette. Et je crois que c'est une de leurs premières vidéos qui date d'il y a un moment, qui s'appelle L'habit fait le moine, où il explique la signification des vêtements d'un point de vue sociologique et psychosociologique, quoi. Ça quand même, ça veut pas rien dire socialement, quoi. Ça renvoie quand même à des choses. Et du coup... aussi, ouais, je vais peut-être pas trop détailler ça. Ouais, allez voir cette vidéo si vous en voulez en savoir plus. J'ai l'impression qu'il croit toujours en la méritocratie et que c'est la base de l'incompréhension. Je sais pas s'il y a que, je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Il y a sûrement de ça. Enfin, j'imagine que c'est lié, mais je pense que ça m'étonnerait pas que ça aille au-delà de ça. Je suis pas sûr que la méritocratie puisse justifier
l'entièreté. Mais en tout cas, là où il y a un gros lien, c'est sur ce prisme très individualiste, quoi, où il voit pas trop les trucs du système. Et si on réduit tout à un truc individuel, on peut admettre que oui, il y a des discriminations, mais on peut prendre des exemples pour dire oui, ok, il y a du racisme anti-noir, mais il y a aussi du racisme anti-blanc. On prend des exemples isolés. Et je pense c'est le problème de la droite en général, c'est qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de compréhension des structures sociales, quoi. Précisément, cette question de la culture, parce que c'est le sujet de votre livre Woke Fiction, je ne sais pas comment on dit, qui est vraiment admirable. Je le recommande vraiment à nos téléspectateurs parce qu'il est fourmi d'exemples et c'est une analyse magistrale de comment cette idéologie woke infiltre le monde de la culture, nos représentations, nos imaginaires et en fait finalement modèle le monde de demain puisque ces représentations ont un impact. Et alors vous dites une phrase au début de votre livre que je trouve très intéressante. Vous dites quand on parle de cancel culture, on passe sans doute à côté de l'essentiel. Le problème aujourd'hui n'est pas ce qui est annulé, mais ce qui n'est plus produit. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas seulement la censure. Oui, ok, j'imagine qu'il veut dire ce qui n'est pas annulé intentionnellement, mais ce qui de fait on ne produit plus. Ouais, je sais pas. Si c'est ça l'essentiel, ok. Ouais. Parce qu'il est plus produit, peut-être qu'il veut dire qu'il y a des trucs chouettes qui ne sont pas produits à cause de ça. Mais moi, je doute pas qu'il y ait des œuvres qui auraient pu être chouettes et qui n'existent plus parce qu'elles étaient oppressives. Mais si c'est ça le problème, c'est un peu comme ça me fait penser à quand on a peur le truc de l'artiste avec, on dit, ouais, séparer l'homme de l'artiste, ce genre de truc. C'est possible effectivement que si on voulait optimiser la qualité des œuvres, et encore je pense que le message peut être compris dans la qualité de l'œuvre. Pour moi, une œuvre oppressive, j'ai du mal à construire que c'est une bonne œuvre, mais bon, à la limite ça pourrait être subjectif. Peut-être qu'on pourrait construire qu'une œuvre totalement dégueulasse est une bonne œuvre sur d'autres aspects. Bon, je pense que c'est pas mal quand on considère les messages, mais bref, il y a tellement d'œuvres géniales qui peuvent être non oppressives. Je vois pas en quoi, si on exige qu'il y ait des œuvres qui soient un peu plus représentatives de certaines personnes, qu'on veut des œuvres qui soient pas dégueulasses, qui soient pas oppressives, qui aient un minimum de, je sais pas comment ça marche exactement dans le cinéma, mais qu'on exige qu'il y a des comités d'éthique et qu'on ne publie pas. On ne publie pas des romans nazis, j'en sais rien, on évite, on a quand même un minimum d'éviter. Et en fait, je suis pas sûr que ça nuise. Est-ce que ça nuit vraiment ? Est-ce que c'est vraiment un frein pour faire des bonnes œuvres ? Je suis pas convaincu quand même. Hein. Je pense qu'on peut faire des très bonnes œuvres, même avec beaucoup de contraintes. Hein. La preuve, même quand il y a des contraintes totalement artificielles ou qui sont pas du tout de l'ordre de l'éthique, de manière générale, quand il y a plein de concours ou quoi, il y a plein de trucs avec des contraintes, les gens arrivent à faire des trucs très bien, même avec des contraintes. Donc là encore, on est sur c'est encore surtout le truc de panique, quoi. Les gens ont peur sur des trucs vraiment anodins, quoi. Des œuvres actuelles, mais aussi ce qu'on ne produit plus, c'est-à-dire les films qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. Alors, pour approfondir ce sujet, je vous ai préparé un petit jeu. Ouais, je suis sûr qu'il y a plein de nazis qui ont fait des films très bien et qu'on ne voudrait pas voir aujourd'hui. Hein. Est-ce que c'est très grave ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de bons films pas nazis pour que ce soit grave ? Bon, là je prends l'exemple des nazis volontairement, mais on pourrait dire des trucs avec, même sans aller aussi hard. Je vais vous montrer des films et vous allez me dire si ces films-là pourraient être produits selon les standards woke d'aujourd'hui. Alors le premier, c'est celui-là, bien sûr, Autant n'emporte le vent. Alors c'est facile ? Ça, évidemment non. D'ailleurs, il est déprogrammé de plusieurs plateformes HBO et quand il ne l'est pas, il y a des avertissements, des trigger warnings qui sont affichés avant. Donc évidemment non. Alors, c'est une parenthèse, mais les trigger warnings qui sont pas mal utilisés dans certains milieux militants, en fait, c'est pas ouf. Il y a Lila qui a pas mal travaillé dessus, peut-être qu'on sera amené à en parler sur la chaîne. Elle fera sûrement un post Instagram là-dessus, mais en fait, les trigger warnings, psychologiquement, c'est pas très efficace, quoi. Je vais peut-être pas trop détailler là, il y a beaucoup à en dire. En vrai, c'est compliqué comme sujet, mais pour faire simple, ça part d'une bonne intention. C'est vrai que spontanément, ça paraît cool, et en vrai, c'est pas terrible. C'est pas un film qui légitime l'esclavage. Hein. Oui, c'est tout à fait. Ensuite, évidemment, Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un remake qui est en train d'être produit, qui va sortir l'année prochaine. Ils ont choisi de ne pas prendre de nains, parce que ça aurait été une oppression contre les nains, et de remplacer les nains par des créatures magiques. Il y a toujours eu des panneaux informatifs préventifs. Mais suite à cette décision, des nains se sont indignés, parce qu'ils disent, au nom de notre bien-être, vous supprimez 7 rôles auxquels on aurait pu prétendre, alors qu'il y a déjà si peu de rôles au cinéma auxquels on peut prétendre, c'est vraiment dommage. Donc on voit que... Et 7 rôles d'un coup en plus. 7 rôles d'un coup. Donc on voit qu'il y a quelques bugs qui commencent à apparaître dans la matrice woke, mais surtout avec Blanche-Neige, le plus significatif. Je vois pas en quoi c'est là aussi spécifique au... Enfin, je sais pas, ça me paraît être une question spécifique et... En fait, c'est le problème de faire un espèce de mélange où on qualifie tout le monde de woke, ça veut dire que sous prétexte qu'il y a un débat, j'avoue, j'ai pas réfléchi au sujet, donc je sais pas si est-ce que c'était bien ou pas sur le sujet, sur la question des nains ou de Blanche-Neige, j'en sais rien, mais et du coup, c'est un peu malsain parce que ça permet un peu de décrédibiliser plein d'autres gens où juste avant, en fait, il y a le gars qui a paniqué qui parlait des personnes trans, enfin, je sais plus s'il était le mot, mais bref. Et du coup, c'est vu qu'on met tout ça dans un même... D'un côté, il y en a qui vont dire, ok, ils mettent tout un gros package où on met en gros une bonne partie du progressisme ensemble, et après, il y a ceux qui vont taper à la marge, montrer quelques exemples où j'imagine que plein de progressistes pourraient être d'accord avec eux, peut-être. Et du coup, il y a un truc en termes de rhétorique où c'est fallacieux, vu que ça va décrédibiliser tout le monde, et il y a personne pour nuancer ça ou essayer de demander des exemples, mais du coup, je veux bien qu'on débatte de la question des nains, mais est-ce que
est-ce que vous avez un problème avec les trans? Et si oui, pourquoi? Est-ce que vous avez des arguments là-dessus? Parce que je pense que là, ça doit être quand même beaucoup plus dur à argumenter, quoi. Et bon, là, ils ont pris que des gens qui sont un peu d'accord entre eux. C'est dommage qu'il n'y ait pas... Enfin, ils auraient pu ils ont interviewé des gens qui ont fait un livre là-dessus. Ils auraient pu interviewer Alex Maudo, qui a fait un livre sur le wokisme où il critique sur la panic woke, où il critique ça. Ils auraient pu l'inviter aussi pour avoir un point de vue opposé. Ça n'a pas été fait. Bon, forcément, le choix des invités est aussi un choix politique, quoi. Négatif, je pense, c'est que ces dernières années, il y a une vraie tendance... Je continue sur ce que je disais. Ouais, en tout cas, il y a un peu une critique qui est peut-être que beaucoup de progressistes pourraient accepter. Et derrière ça, il y a on en arrive à critiquer tout plein d'autres idées qui seraient beaucoup plus difficiles à débunker. Et du coup, plutôt que les débunker frontalement, en fait, on a débunké un truc à la marge, quoi, qui des fois a aucun rapport, quoi, comme l'exemple des nains. C'est clairement un homme de paille. Ils vont pas inviter Maudo, sinon ils perdent à coup sûr. Elle décrit point par point leur erreur. Ouais, c'est vraiment cool ce qu'a fait Alex Maudo. Surtout à Hollywood, pas encore en France, même si un peu peut-être, qui est la disparition de l'amour et dans les intrigues, et surtout de l'amour hétérosexuel, parce que on part de l'idée, enfin les woke partent de l'idée que la société patriarcale, trop longtemps, a incité les femmes à privilégier leur foyer et la recherche de l'amour par rapport à leur réussite professionnelle. Pour remettre en contexte, c'est pas le problème. Là, la formulation est toujours dans cette idée un peu libérale. C'est le problème, c'est jamais les individus, c'est pas le problème, c'est pas les femmes qui ont fait ce choix-là. Si elles avaient fait ce choix-là en conscience de cause et que ça leur plaisait, je pense qu'on aurait dit, tout le monde aurait dit aucun souci, quoi. Non, le problème, c'est toutes les injonctions, tout le contexte social qui fait que les personnes font ce choix et pas forcément ce choix qu'elles auraient fait autrement. Donc le choix qui leur aurait convenu autrement, quoi. Et veulent à présent mettre en place un contre-modèle où... Et là encore, c'est même pas un contre-modèle, c'est juste montrer... L'idée, c'est pas de dire faut faire complètement l'inverse, c'est juste montrer aussi qu'il y a une diversité et que les gens puissent faire ce qui leur convienne, quoi. On montre aux femmes qu'elles peuvent s'accomplir autrement quand on tombe amoureuse, par la réussite professionnelle, en étant des femmes fortes et indépendantes. Mais en fait, évidemment, il faut qu'on vive dans un monde où les femmes soient le plus libres possible, on est tous d'accord là-dessus. Mais on peut se demander si on n'est pas justement en train d'imposer un contre-modèle qui nuit aux aspirations des femmes qui veulent se diriger vers des choix traditionnellement plus... D'ailleurs, la Reine des Neiges, super. Ouais, là, c'est là qui se trompe, parce qu'évidemment que le but n'est pas d'imposer un contre-modèle où on voudrait... Non, il ne faut surtout pas que les femmes ne travaillent pas, ils soient à la maison. Non, l'idée, évidemment, que c'est chacun fait ce qu'il veut. Par contre, là où le problème de ce qu'on appelle, je crois que ça a été dit dans le chat à un moment, l'idée du féminisme libéral, où effectivement, si on est dans une logique chacun fait ce qu'il veut, très individuelle, où on oublie qu'il y a des structures sociales qui font que... qui peuvent quand même influencer le comportement des gens, qui peuvent les pousser à faire des trucs qui ne vont pas forcément dans leurs intérêts. Il faut quand même prendre ça en compte. Mais si jamais il est d'accord vraiment pour dire que les gens font ce qu'ils veulent, bon, j'ai du mal à croire que ce soit vraiment ça sa position. Mais... Supplanter Blanche-Neige, la Reine des Neiges, c'est un modèle de sororité et pas d'amour et de rencontre amoureuse. Ouais, la sororité dans les films woke, notamment dans Barbie. Je sais pas si c'est la Reine des Neiges woke, mais en tout cas, c'est un changement. La sororité dans les films woke. Attends, il est en train de dire, c'est le fait que des fois on mette en avant des amitiés et que, oui, qu'on arrive à montrer... En vrai, il y a eu tellement d'œuvres où les femmes sont toujours systématiquement... L'intérêt des femmes, c'est les personnages féminins à travers les relations qu'elles ont avec des mecs ou le fait qu'elles soient en crush sur un mec. Il y a tellement d'œuvres comme ça que si jamais on met un peu de sororité, qu'on montre que les meufs, elles ont... qu'il y ait de l'amitié et que surtout qu'il n'y ait pas que de la compétition féminine, il y a souvent ça aussi. Et qui montre effectivement une évolution. Alors le troisième film que je voulais montrer, c'est Friends, la série Friends, culte aux États-Unis, mais qui a fait traverser le monde entier. Et on pourrait se dire c'est une série plutôt progressiste, puisqu'il y a la GPA dedans, il y a des couples homosexuels. La GPA, je précise, souvent il y a beaucoup de gens qui englobent PMA et GPA. En fait, la GPA fait partie de la PMA, si je dis pas de bêtises. Je fais juste une parenthèse parce que je trouve c'est important de distinguer ça, parce que le débat de la GPA, il me semble que le débat sur la GPA, donc la gestation pour autrui, est complexe. Je pense pas que tous les progressistes, ou même... J'imagine que même l'ensemble des gens qui, eux, qualifieraient de woke seraient pas forcément pour, alors que la PMA, il n'y a aucun argument pour être contre, quoi. Je trouve que c'est souvent trop mis dans un même panier. C'est pour la maman de... C'est une femme transgenre, je crois, la maman de Chandler aussi. Voilà, il y a une femme transgenre, donc on pourrait se dire, là, on peut pas... Cette série, elle passe les fourches codines du wokisme. Et pourtant, c'est une des... Ah ouais, il suffit de montrer une personne trans, et pouf, on est à fond dans le wokisme. Ça, c'est... Il leur en faut peu. séries les plus critiquées par les woke, mais il y a une confusion dans la façon dont les woke regardent les films. Ils ne comprennent pas que parfois, des comportements dont on rit à l'écran, on peut rire du vice de certains personnages, de l'imperfection morale de certains personnages, sans pour autant glorifier leurs actions. Par exemple, dans Friends, il y a un épisode qui est beaucoup critiqué par les woke, c'est un épisode où, je ne sais plus quel personnage, n'est pas content parce que son fils joue avec une Barbie, avec une poupée. Mais l'idée, et donc c'est le gag pendant tout l'épisode, mais on n'est pas en train de dire que les filles ne devraient pas jouer avec une poupée. La série est ultra transphobe avec elle, donc oui, heureusement que ça dérange maintenant. J'avoue, je ne regarde pas Friends, donc je ne me rends pas compte. Mais effectivement, c'est ça, c'est pas juste est-ce qu'il y a des personnages trans ou pas dans la série, est-ce qu'il y a la GPA ou pas, c'est qu'est-ce qu'on en dit autour.
Parce que tu peux très bien avoir avec des mêmes personnes représentées, suivant ce que tu mets autour, ça n'a rien à voir. Bon, là, il est en train de dire ça, justement, je crois. Ouais, les garçons, pardon. L'idée, c'est de montrer, de rire des craintes infondées de ce personnage, de rire de sa fragilité, entre guillemets. Et il n'y a pas ce recul effectué souvent entre comportements représentés à l'écran et glorifiés et recommandés par les scénaristes. Et c'est pour ça que dans Friends, qui effectivement, vous l'avez dit, c'était une des séries les plus progressistes dans les années 90, aujourd'hui, beaucoup des arcs narratifs des épisodes seraient considérés scandaleux. Je crois que sur le truc de la Barbie, j'imagine tout dépend comment c'est fait. Si effectivement c'est montré que le personnage est sexiste, qu'on en rigole, qu'on se dit oh là là, et que si vraiment il y a un message assez clair que le fait qu'il veuille pas accepter que son fils joue à la Barbie, c'est un peu cringe, oui c'est évident, mais du coup il a l'air d'accord de critiquer ça, et je pense que la plupart des woke seraient aussi d'accord pour critiquer ça du coup. Ou alors j'ai l'impression qu'il veut dire les woke ils sont tellement bêtes que même là, vu qu'on a montré un père qui aime pas jouer à la Barbie, on est contre. J'ai l'impression que c'est ça qu'il dit. Friends, j'ai grossophobe cette série, il y a des sujets abordés qui sont intéressants dans la série, mais ça tourne énormément autour des histoires de cul hétéro, quoi. Ouais. Celle qui a créé la série a dit qu'elle a battu sa coulpe en disant qu'elle regrettait. Je crois qu'elle a fait une donation même de plusieurs millions d'euros à un département universitaire afro-américain de je sais plus quelle université pour se faire pardonner du manque de diversité dans la série. Parce qu'évidemment, il y a aussi ça, c'est qu'il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personnage important qui est pas blanc. Mais à contrario, Jennifer Aniston, elle a défendu la question. Oui. Elle a défendu la série, elle a dit qu'au contraire, c'est une série qui est aussi qui est féministe, qui est progressiste, mais surtout une très bonne série à regarder. Et c'est toujours le cas. Et alors, un autre film qui a eu beaucoup de succès en France, c'est Intouchable. Un film qui a d'ailleurs été, je crois, adapté aux États-Unis et qui, on pourrait se dire, c'est un film antiraciste, totalement antiraciste, puisque ça montre l'amitié entre un... Tout le truc là, il passe une grosse partie à montrer des films. Ces films paraissent woke et en fait il y a l'autre qui dit non, en fait les woke ils sont tellement extrêmes que même ces films woke en fait ils sont anti-woke parce que les vrais woke ils y trouvent quelque chose de vraiment pas bien. Un blanc handicapé et un noir qui l'aide, film antiraciste. Ouais, donc le problème dans Intouchable, ce serait ce que les woke appellent le sauveur blanc. C'est-à-dire que il y a beaucoup de films où, c'est des films qui sont en apparence assez progressistes, où c'est un blanc et un noir qui combattent leurs préjugés respectifs, se font grandir. Le meilleur exemple, d'ailleurs c'est un film assez similaire à Intouchable, c'est Green Book, qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 2019, mais il a fait scandale. Spike Lee est sorti de la salle furieux que Green Book soit récompensé, parce que dans Green Book, c'est un garde du corps blanc dans les années 60 aux États-Unis qui aide un musicien noir et le protège du racisme, et il développe une amitié. Et ça, pour les woke, c'est insupportable, notamment parce qu'au cœur du wokisme, il y a une vision cynique de la nature humaine et fausse selon moi, selon laquelle chacun ne servirait que les intérêts identitaires du groupe auquel il appartiendrait. Quoi ? Mais personne dit ça. Et donc, par contre, quand il y a des... Bon, c'est problématique quand il dit les woke, ça met tellement de trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Mais bref, pour faire un homme de fer de ce qu'il essaie de dire, je pense que c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'on peut retrouver dans les discours progressistes, c'est plutôt que quand tu as une culture dominante, quand tu es dans un groupe dominant, oui, généralement, tu vas plus agir pour préserver tes intérêts. Après, est-ce que les gens raisonnent ? Non, c'est plutôt la droite qui... Je vois pas qui dirait que tout le monde raisonne en termes d'identité. Non, les gens arrivent des fois à être inclusifs et à vouloir défendre des gens, quel que soit leur groupe. Non, peut-être que j'ai mal compris ce qu'il a dit. Et c'est assez pernicieux, petit à petit, au nom de la lutte contre le sauveur blanc ou l'appropriation culturelle. On est en train de supprimer le droit à l'empathie entre gens qui ne se ressemblent pas, le droit... Quoi ? Mais c'est l'inverse. Supprimer le droit à l'empathie, mais non, justement, je pense que tout le discours progressiste, c'est de dire, justement, les différences ne doivent pas justifier une différence de considération, et du coup, c'est mieux qu'on ait de l'empathie pour ces gens. Et qu'on ait peut-être une tendance, c'est vrai que psychologiquement, on peut avoir une tendance à défendre plus les gens qui font partie de notre groupe, mais le discours progressiste, justement, tout le discours progressiste, ça va dire, oui, il y a des différences, il faut pas que ça induise une différence de traitement illégitime, quoi, et justement, si on a plus de considération pour ces personnes, qu'on a plus d'empathie pour ces personnes, pour ces différents groupes, c'est cool. Et personne ne dit que c'est figé. Là, c'est un gros homme de paille, ça. De se mettre à la place d'eux, je trouve ça assez dommageable. Et il y a aussi l'idée woke, il n'y a pas la même chose pour les femmes, qu'il faudrait donner, c'est une idée assez infantilisante d'ailleurs, qu'il faut donner des rôles modèles aux femmes et aux minorités ethniques. Et donc, une femme dans un film qui réussirait avec l'aide d'un homme, par exemple, ce serait envoyer un message aux petites filles qu'elles ne peuvent pas réussir seules. Et pareil pour les Noirs. Il faut que les Noirs réussissent seuls. Et moi, je trouve que c'est une vision extrêmement infantilisante. Il faut qu'il n'y ait pas de règles. Pourquoi un personnage noir, c'est un être humain, il peut réussir. Non mais... Je crois qu'ils ne comprennent pas le truc de la représentativité. C'est que les œuvres envoient des messages. Après, il faut voir dans la globalité. Si tu as plein de films où d'un côté, tu as des hommes qui réussissent tout seuls et après, tu montres des femmes qui réussissent mais accompagnées, ben oui, ça envoie un message. Ça paraît quand même évident. Donc ça dépend. Le problème, c'est pas qu'il y ait... Ça peut arriver, mais à partir du moment où qu'on se rapprochait d'un équilibre où des fois, il y a des hommes qui réussissent seuls, des fois, il y a des hommes qui réussissent accompagnés, des fois, il y a des femmes qui réussissent seules, des fois accompagnées. L'idée, ça serait qu'on se rapproche d'un truc où on véhicule pas des messages systématiques qui construisent des schémas de pensée
où effectivement les gens peuvent intérioriser que les hommes ça réussit tout seul et les femmes soient aidées. Effectivement, les gens peuvent intérioriser ça. Et là, ça me paraît tellement... En fait, j'ai peur de faire des hommes de paille même, tellement j'ai du mal à... Si c'est ça qu'il comprend pas, ça me paraît beaucoup trop évident pour pas le saisir. Avec l'aide d'un blanc de temps en temps, seul de temps en temps, et pareil pour les femmes. Donc voilà, c'est un peu ça qui motive cette logique woke. C'est ça, vu que je sais pas s'il parle de sa conclusion, de ce qu'il a dit avant. Je trouve ça... Mais bon, du coup, je pense que là, il se trompe, parce que non, la plupart des gens diraient oui, il faut qu'il y ait une diversité de représentation, et l'idée, c'est pas non plus d'imposer que tous les films montrent ça ou ça. Enfin, et là encore, je reviens de ce que je disais au début. Désolé, je pense que c'est clairement pas le live le plus intéressant qu'on ait fait. Ils s'en sont à paniquer sur pas grand-chose. Hein. Et dernier film qui, selon votre livre, est pour vous un cas justement d'anti-wokisme, qui a brisé des tabous du wokisme, c'est le film Bac Nord, qui a eu un énorme succès en France, et qui, selon vous, vous dites c'est un succès qui a brisé plusieurs injonctions. Ouais, en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de dingueries, des trucs, des raisonnements. Enfin, peut-être que c'est moi qui n'ai pas su choper des trucs à rebondir, mais je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de trucs, peut-être un peu plus, je sais pas, des positions un peu plus radicales de leur part ou quoi, des trucs pour rebondir plus. Là, j'ai l'impression qu'on rebondit un peu sur du vide, quoi. En fait, ils attaquent tellement sur pas grand-chose, ils en sont tellement à parler de trucs anodins, quoi. En allant sur le wokisme au Figaro, je m'attendais à un truc peut-être même plus radical, en fait, donc... Bon, j'en espérais plus. Fonction du wokisme militant, en quoi ce film est-il à l'encontre de la woke fiction? Dans Bac Nord, rien ne va, c'est-à-dire que les policiers sont représentés positivement et les délinquants sont représentés négativement, ce qui évidemment enrage l'extrême gauche et les woke en particulier. Libération a dit que je crois que c'est un film fasciste. Ouais, Libération a dit que c'était un film. Forcément, lui, il voit pas le problème, mais oui, effectivement, j'imagine que lui, il nierait qu'il y a un problème avec la police telle qu'elle est actuellement. Mais ouais, vu dans le contexte violence policière, tout ça, oui, montrer des flics super gentils, tout ça, ça peut être bien de montrer des représentants, évidemment qu'il existe individuellement des flics gentils, mais on peut pas nier qu'il y a pas un problème avec la police en tant qu'institution. Il a encore se servir de ça pour taper sur les woke en général, je trouve ça pas très intéressant. Bon. Le fasciste, Le Monde l'avait critiqué, Les Inrecuptibles aussi. Il n'a eu aucune récompense, je crois. Et ouais, il avait eu un gros succès populaire, je crois, près de 2 millions d'entrées, mais il a été snobé au César. Il avait quand même été défendu par une partie de la gauche, par exemple Nicolas Mathieu avait défendu le film, et il avait rappelé que le cinéma n'avait pas à représenter les intérêts de la société, et on peut ajouter que les intérêts de la société ne sont pas une chose prédéfinie, et pas une chose que les woke ont le droit seul de définir. Certains peuvent penser que Bac Nord défendait les intérêts de la société, mais effectivement il y a une tendance dans la culture aujourd'hui, dans les films progressistes, de représenter la police toujours négativement, notamment aux États-Unis, ça s'est accentué depuis l'affaire George Floyd. Et quand un membre des forces de l'ordre est représenté positivement, il faut que ce soit une femme issue d'une minorité ethnique et il faut qu'elle n'emploie pas les tactiques policières habituelles. Mais par exemple, j'ai vu une série où elle convainc son équipe qu'ils vont arrêter d'utiliser la force et qu'ils vont emménager dans des logements sociaux avec des délinquants pour les aider en amont et leur donner des ressources, etc. Comme ça, parce que les délinquants, la logique, c'est qu'ils sont poussés à la criminalité par la société raciste et la société capitaliste, etc. Mais encore, je suis pas sûr qu'il y ait même de consensus parmi les progressistes de comment il faudrait traiter cette question, mais je me dis qu'on pourrait très bien dire ça peut être pas mal qu'il y ait effectivement même des mecs blancs qui soient des policiers et qui soient cool. Si on donne une bonne image de la police, ça peut peut-être que les policiers eux-mêmes, ça peut leur donner des représentations chouettes, quoi. Après, c'est plus l'idée de faire passer la police, si c'est pour faire... Le problème serait plus de faire passer la police comme institution, comme une institution qui va toujours dans l'intérêt des gens, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans la société actuelle, quoi. Je pense que le problème, il est là. Après, individuellement, est-ce que ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il faut que ce soit... si c'est les policiers qui montrent qu'ils sont contre certains types de violence, il faut que ce soit des femmes de minorité. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Si jamais il y a des gens qui pensent ça, je pense que c'est minoritaire. Je suis sûr que la plupart des gens, même dans le progressisme, n'ont pas d'avis là-dessus. Et comme ça, ils régleront la criminalité en amont. Donc le modèle mis en avant dans Bac Nord, où les policiers peuvent parfois agir de manière héroïque, faire face à des dilemmes moraux complexes, etc., ne va pas dans le logiciel woke simplificateur et manichéen, dans lequel les policiers sont méchants et les minorités ethniques sont toujours... Personne dit ça. Bon, là, en voulant faire un discours manichéen, je pense que c'est peut-être lui qui est dans le truc manichéen, mais vu sa perception des woke. Non, je dis personne dit ça. Oui, il y a peut-être des gens qui ont une vision comme ça, mais je pense qu'il faut faire attention à pas confondre aussi la critique du système et la critique des individus. S'il y a des gens qui disent tous les policiers en tant qu'individus sont les méchants, évidemment que c'est critiquable, mais le problème de la police, c'est en tant qu'institution telle qu'elle est actuellement, et le fait est que parmi les policiers, oui, il y a pas mal de policiers qui ont des comportements et des idéologies problématiques. Il y a beaucoup de policiers d'extrême droite. Oui, il y a un problème dans la police. Donc je peux pas dire personne parce que ça serait faux, mais en tout cas, évidemment qu'à gauche, beaucoup de gens admettent que oui, non, il n'y a pas tous les policiers en tant qu'individus qui sont de mauvaises personnes. Pas grand monde dit ça, je pense. S'il y en a qui disent ça, ils sont pas représentatifs des progressistes et du coup, il n'y a pas d'intérêt de mettre un mot woke. Pourquoi pas parler pourquoi pas utiliser un terme spécifique pour ces personnes? C'est vraiment ce problème de mettre dans le même panier plein de gens. On donne plein d'exemples de trucs, il donne plein d'exemples de trucs qu'ils trouvent pas cool et il met les gens ensemble. Pierre-Valentin, qu'est-ce que ça vous inspire cette espèce de révolution culturelle dans la fiction initiée par le wokisme? À votre avis, est-ce que ça a une efficacité sur les mentalités, sur l'imaginaire? Oui, absolument. En fait, ce qui est pernicieux avec la série, c'est que souvent, ceux qui travaillent dur et longtemps
je pense, perçoivent ça plus. Il y a une surreprésentation des profils autoritaires dans la police par rapport à la population générale. Non mais c'est clair, en tant que de représentation, oui, c'est pas n'importe quelle population, quoi, les policiers, il y a un problème à régler là-dedans, et pas besoin de critiquer toutes les personnes en tant qu'individus pour faire cette analyse-là. Et là encore, mais en fait, vu que eux, c'est là, il parle de manichéisme, en fait, c'est lui qui a une vision manichéenne, parce que vu qu'il ne comprend pas, vu qu'il n'a pas l'analyse systémique, il comprend pas qu'on peut parler des institutions sans critiquer les individus, alors que la gauche, généralement, s'attache bien à faire sa différence et dit ce que je disais tout à l'heure, quoi. Oui, on dit qu'il y a un problème institutionnel, un problème dans les structures, mais ça serait absurde de critiquer les individus en soi, parce que si on a un raisonnement systémique et pas méritocratique, justement, si les gens en sont arrivés là, c'est qu'il y a un contexte qui fait qu'ils sont là. C'est pas parce qu'ils sont méchants qu'ils se sont mis à agir comme ci, comme ça. On dit pas ça. Plus que d'autres, en rentrant d'une grosse journée de travail, les gens vraiment posent leur cerveau à côté d'eux, regardent une série en se disant je désactive mon esprit critique, je vais me divertir, et là, par cette porte grande ouverte, on peut faire rentrer beaucoup d'idées et beaucoup d'idéologies. Et là où c'est dramatique, c'est que ça fait en effet, comme le disait Samuel Fitoussi, beaucoup de mauvais films, et notamment ça pose un problème qui révèle la distinction entre l'art et la propagande. Je pense notamment à Couteau tiré, donc qui a été un film fait par Netflix, une sorte de Agatha Christie qu'ils ont adapté, ils en ont fait 2 opus, et sur les 2 opus, c'est pas forcément des mauvais films, j'ai bien aimé le premier notamment. Ouais, je vois sur le chat, vous parlez du côté autoritaire, ouais. Si vous voulez voir, j'ai cité tout à l'heure la chaîne Horizon Gull, il y a toutes les dernières vidéos qui sont sur une analyse du fascisme et des idéologies autoritaires. C'est grave intéressant. Et d'ailleurs, j'avais parlé l'autre fois quand je parlais des liens entre le racisme, le spécisme, voilà, différentes discriminations qui étaient sous-tendues par l'orientation à la domination sociale. Ben, je vois que si t'as vrai que ça, c'est exactement, voilà, RVA et SDO, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que c'était corrélé justement ces choses-là. Il y en avait d'ailleurs, je fais des parenthèses sur la vidéo, peut-être que ça sera plus intéressant que ce qui est dit. Dans les différentes études de psycho qui essaient de comprendre qu'est-ce qui sous-tend les idéologies discriminantes, le RVA, donc l'idéologie autoritaire, je crois qu'on doit le traduire par right alternative, je sais plus trop. C'est plus l'idéologie autoritaire d'extrême droite, quoi, en gros. Il y avait l'hypothèse, est-ce que c'est ça qui soutient les autres discriminations ou est-ce que c'est l'orientation à la dominance sociale? Et a priori, ça serait quand même plus l'orientation à la dominance sociale, mais c'est quand même, tout ça est quand même très corrélé, quoi. Donc c'est des idéologies qu'on retrouve beaucoup à droite, qui favorisent la hiérarchie, le fait de se conformer à des chefs, ce genre de trucs. Mais on a en fait donc une salle remplie de suspects, il faut trouver qui est le coupable, et toute l'intrigue repose sur ce mystère. Et pour l'instant, je crois qu'il y a un 3e opus en préparation, il y a tout le monde, donc ça c'est un peu toujours ce qui est intéressant dans un Agatha Christie, c'est qu'en fait tout le monde est un peu coupable d'une façon ou d'une autre. Il y a l'amant qui a trompé avec machin, qui a pris l'argent d'eux, et il y a un meurtrier, mais ils sont tous un peu coupables, donc ça c'était une conception arrivée. Maintenant, certains sont un peu coupables, mais il y a un très très grand méchant et une très très grande gentille. Et dans les 2 premiers, la très très grande gentille, c'était une femme issue de l'immigration, et le très très grand méchant, c'était un homme blanc. Et pour un Agatha Christie, ou une adaptation qui ressemble à du Agatha Christie pour un roman policier, ça pose question, parce que du coup, pour le 3e, on va pouvoir jouer à une sorte de qui est-ce virtuel, où on pourra cocher en disant, bon, bah, on sait que c'est pas elle, et c'est très certainement un de ces 3-là, et d'un seul coup, le suspense va s'effondrer. Donc c'est un cas d'école de comment l'idéologie ronge en fait l'intérêt intrinsèque d'un film, et fait qu'il s'effondre d'un point de vue artistique. Ouais. Bon, là encore, c'est un exemple, ça la marche pas très intéressant, mais ouais, peut-être que là effectivement, ça sert leur vision où ils disent ouais, les woke sont manichéens parce que du coup, il faut que le blanc soit le méchant et la femme racisée soit la gentille. Je pense qu'à gauche, justement, à gauche tend à être pas trop manichéenne et expliquer que ben non, justement, vu qu'il y a des structures sociales qui font que les gens sont comme ci, comme ça tend à nuancer quand même le truc gentil-méchant. Après, si jamais dans l'œuvre qu'il critique, vu que la personne, elle a voulu. J'ai l'impression que si la personne, l'autrice a voulu faire des représentations différentes et qu'elle a, du coup, elle a fait une moins bonne œuvre, ben ouais, peut-être qu'elle s'est trompée, elle aurait pu faire son scénario autrement. Et après, si elle a voulu faire passer son message, un message avant la qualité de l'œuvre, enfin, non, ça pourrait être la qualité, bon, bref, ça peut être subjectif. Peut-être que pour elle, c'était un bon choix. Bon, j'en sais rien, mais là, on est en train de parler d'un truc tellement à la marge, c'est tellement pas très intéressant en fait. Enfin, j'ai l'impression que pour eux, ça doit être intéressant parce qu'ils doivent se dire, mais tous ces exemples d'œuvres qui sont à cause de cette idée woke qui se met dans l'idée des scénaristes et tout, ça gâche les œuvres, c'est ça qu'ils veulent dire. Nora Bussini, derrière cette idée qu'on retrouve dans la fiction woke, c'est l'idée que le cinéma, la culture doit être représentatif des identités de chacun. Et finalement, le film est très bien, c'est n'importe quoi. Tu parlais de ce qu'il est critiqué. J'avoue que vu que c'est un problème, c'est vu que j'ai pas toutes les références dont il parle, je peux pas réagir sur les références en elles-mêmes. on perd l'individualité pour le groupe. Ce phénomène. Ils le rendent important en parlant de ça, mais c'est extrêmement secondaire, oui. Ouais, j'ai pas la rêve, mais j'imagine quand bien même en faisant, on peut faire une bonne œuvre en étant manichéen. Après, c'est pas forcément. Moi, je trouve ça sympa de pas être manichéen, mais là encore, je pense que ça peut être sympa qu'il y ait des œuvres plurielles. Moi, j'aime bien les œuvres nuancées des fois, où effectivement on montre que tout le monde est. Ouais, il y a peut-être une logique derrière les comportements et que les gens, c'est pas juste des méchants débiles. Après, oui, des fois, il y a des œuvres qui sont manichéennes où il y a un gros méchant. Bon, c'est pas
c'est pas très grave, quoi. Et après, s'il se trouve le grand méchant, c'est un blanc, parce qu'on a envie de dénoter avec certains préjugés, en soi, pourquoi pas, quoi. Mais c'est tellement pas très intéressant. Ouais. Identitaire, vous l'avez retrouvé dans votre enquête, des gens qui s'identifient non pas qui ne se sentent pas à des destins particuliers, mais qui se sentent vraiment soudés à un groupe et à une identité. C'est comme ça qu'ils se définissent. Oui, alors c'est un petit peu ça. C'est vrai que je l'avais remarqué aussi, j'en parle un peu toujours, c'était à cette formation de la Pride radicale notamment, où en fait je trouve que Samuel Fitoussi l'a dit tout à l'heure, il y a un côté vraiment manichéen dans les manières qu'ont les militants extrémistes de réagir. C'est beaucoup quelque chose un sentiment d'œuvrer pour le plus grand bien. Et je pense que c'est aussi pour ça que durant toute cette immersion, j'ai beaucoup culpabilisé, indépendamment du fait de culpabiliser, de tromper des gens, parce que ça, je pense que c'est aussi le propre d'une immersion sous une fausse identité, c'est de culpabiliser de mes privilèges. Je culpabilisais beaucoup de me dire, mais en fait, je me sers de gens qui souffrent, je manipule des gens qui sont en souffrance, parce que c'est des personnes qui l'expliquent, parce que comme elles s'expriment beaucoup uniquement par leur souffrance, on apprend qu'elles souffrent de validisme, donc ça veut dire une oppression pour des personnes qui souffrent de handicap, qu'elles sont mégenrées, mais les pronoms normaux, elles, il, et maintenant celui qu'on utilise beaucoup, IL, ne suffisent plus, il faut être AL ou UL. Je me rappelle que j'ai eu des pronoms comme ça. Voilà, il y a aussi beaucoup d'autodiagnostics, c'est ce que j'ai remarqué. Ils sont autodiagnostiqués autistes. T'as part sur beaucoup de choses là. T'as déjà un culpabilité, il y a le truc. On parle de la culpabilité, oui, quand dans un contexte où il y a les gens parlent de leur souffrance, des trucs qu'on vit pas nous, et peut-être des trucs où nous on bénéficie, je sais pas s'il y a une structure discriminante et que nous, peut-être je sais pas si elle est bourgeoise ou quoi, je sais même, peut-être qu'elle en bénéficie ou si jamais elle en vient à culpabiliser, tout dépend pourquoi. La culpabilité, des fois, ça peut être justifié. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pas justifié? J'en sais rien. Et attends, pourquoi là, on parle de... Maintenant, celui qu'on utilise beaucoup, IL, ne suffit plus, il faut être AL. Les pronoms, oui, il y a des gens qui utilisent d'autres pronoms. Oui, après, la langue est... Ouais, bon, bref. Ça, je sais pas, je vais pas son... Je sais pas pourquoi ça lui... J'imagine que dans leur tête, ça doit être très problématique. Bon. UL, je me rappelle que j'ai eu des pronoms. Ça doit pas être très commun quand même, UL, pronoms comme ça. Voilà, il y a aussi beaucoup d'autodiagnostics, c'est ce que j'ai remarqué. Mais ça, c'est quoi le rapport? Pour affirmer ça, ce serait bien d'avoir plus des stats, des trucs statistiques, sociologiques pour dire ce que dans les milieux, ce serait bien qu'ils fassent. Mais là, c'est le truc, c'est la problématique, c'est que des fois les gens de droite ils veulent faire une enquête, mais ils ont pas les outils de la sociologie. Du coup, il faudrait qu'ils définissent bien à qui s'applique ce terme woke. Je sais pas, qu'on ait une idée un peu plus précise. Le truc des autodiagnostics, en fait, là, c'est une anecdote et vu qu'elle a fait ça sur ce qu'elle a observé, est-ce que ça désigne tant que ça dans ce milieu? Qu'est-ce que ça a aucun rapport pour? Je sais même pas pourquoi je réagis à ça. Ils sont autodiagnostiqués autistes énormément, aussi hypersensibles, HPI. TDAH, et du coup c'est beaucoup ils refusent de voir des médecins, mais ils souffrent énormément de crises d'angoisse, et c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais ça, c'est quoi le rapport? Il y a plein de gens à gauche qui vont critiquer ça. Là on est vraiment aussi sur ce truc de, on parle des woke, et dans ce terme de woke on met plein d'autres trucs qui ont rien à voir avec la définition qu'on a donnée ou de la base, ou alors mais qu'est-ce que ça veut dire ce terme de woke? Faut pas s'étonner qu'à la fin ce soit pas clair. Là pourquoi on parle de gens qui s'autodiaguent? Compliquer le sujet de l'autodiagnostic, évidemment qu'il y a des trucs à critiquer là-dessus, mais aucun rapport. Et du coup c'est aussi hypersensible, autiste énormément. Aussi hypersensible. Oui, hypersensible, c'est un... Bon, souvent ça renvoie à des trucs assez douteux qui n'ont pas trop de réalité psychologique. Mais si vous voulez, j'ai fait une vidéo qui en parle. HPI. Elle dit HPI justement. Sur l'HPI, bon, c'est pas trop un diagnostic, mais ça n'a pas de sens de autodiagnostic HPI. Effectivement, ça n'a pas de sens. J'ai fait une vidéo sur les mythes sur l'intelligence et le QI. On débunk pas mal de fausses informations autour de ça. Donc bon, bref, par rapport à ce qu'a dit, oui, ça n'a pas trop de sens, surtout que c'est pas vraiment un diagnostic. Mais bref, ça n'a aucun rapport avec ce dont on parle. TDAH, et du coup c'est beaucoup ils refusent de voir des médecins, mais ils souffrent énormément de crises d'angoisse, et c'est vrai que... Après, dans ce milieu, j'imagine que dans son milieu, peut-être que pas mal de gens à gauche, il y a peut-être tout le mouvement anti-psychiatrie, donc là pour ça on dit qu'ils refusent un médecin. On remarque les gens anti-psychiatrie, ils sont généralement, je pense qu'il y en a pas mal qui sont contre les diagnostics, donc ça serait un peu étrange de se mettre ces mots-là. Que c'est un petit peu délicat, parce que moi je me dis tout le temps, mais en fait c'est très compliqué de pouvoir œuvrer avec ces personnes-là finalement, et surtout de les respecter d'une manière, de cette culpabilité constante que j'avais. Je comprends pas pourquoi elle mélange ces gens. Je pense qu'elle a voulu parler de trucs qui sont identitaires, dans le sens, c'est vrai qu'il y a ce reproche des fois de la droite qui disent, oh là, à gauche ils sont très identitaires. Et vu qu'il n'y a pas trop d'arguments, du coup elle sort sur les autodiags, les gens qui s'identifient autistes, HPI, ce qui n'a aucun rapport, quoi. Est-ce qu'il y a plus de gens qui font ça à gauche qu'à droite? Peut-être, il y a peut-être des raisons sociologiques derrière ça, mais c'est ça le fruit de son enquête, quoi. C'est... Wow. Et pour revenir sur la question de la culture que vous abordez dans ce livre, Samuel Fitoussi, vous parlez aussi de la notion... Mais ça mélange tout, mais complètement, là. Je suis même pas sûr que mon analyse soit bonne, parce que je comprends pas tout, en fait. Je me dis, mais pourquoi elle parle de gens qui s'autodiagent HPI autistes, là?
Je vois zéro lien. Peut-être qu'elle en a observé beaucoup et que du coup elle trouve ça intéressant à dire, mais est-ce qu'elle s'est demandé, est-ce qu'il n'y en a pas en dehors de ce milieu-là? Est-ce que c'est vraiment lié? Parce qu'après ça peut juste donner une corrélation aussi. Peut-être que dans ce milieu il y a beaucoup de gens qui font ça, mais c'est peut-être pas lié à leur vision des choses. Ça peut, j'en sais rien, mais on peut pas juste balancer des trucs comme ça sans faire un lien. À minima tu l'expliques. Sinon je me dis les gens qui regardent ça, qu'est-ce qu'ils en tirent? Centrale du wokisme, qui est la question de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire le fait pour un personnage ou un auteur de citer une autre culture ou de citer un personnage qui appartient pas à sa culture, pour un blanc de citer un noir par exemple. Et je voudrais vous faire réagir à une anecdote qui est arrivée à la fin du mois d'août. Le clip, Elle a fait juste la liste de toutes les caractéristiques des militants qu'elle a rencontrés et en a fait un portrait essentialiste. Elle attribue tous ces critères à leur militantisme. Complètement, je crois que c'est ça. citer une autre culture ou de citer un personnage qui appartient pas à sa culture, pour un blanc de citer un noir par exemple. Et je voudrais vous faire réagir à... Enfin, indique qu'il y a des gens qui critiquent ça. Si c'est le cas, ça doit être très minoritaire. Hein. Justement, je trouve ça plutôt cool que des blancs citent des noirs. Mais j'ai peut-être mal compris ce qu'elle a dit, je sais pas. Une anecdote qui est arrivée à la fin du mois d'août. Le clip du ministère de l'Éducation nationale qui a publié sur ses réseaux sociaux un clip en hommage aux 60 ans du discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Et donc c'était... Ah, c'est ne pas citer qu'il est appropriation culturelle. Oui, pardon, j'ai mal compris du coup. Ah oui, le fait de... oui, mais de manière générale, si tu reprends le travail des autres sans les citer, c'est toujours pas ouf. Des élèves qui rendaient hommage à Martin Luther King en faisant une imitation du discours. 5 élèves, et 5 élèves qui étaient blancs, ce dont se sont très vite rendu compte les internautes, et qui ont dit c'est une honte d'avoir fait un hommage à un noir par des blancs. Et ce qui, à mon avis, est intéressant, c'est que le ministère de l'Éducation nationale a immédiatement retiré cet hommage. Est-ce que pour vous, c'est un symbole, un symptôme, cette petite anecdote de la manière dont le wokisme progresse dans les mentalités? Ouais, le fait que l'Éducation nationale ait cédé est assez révélateur. Dans le logiciel woke, des blancs ne peuvent pas légitimement se réjouir des droits civiques obtenus grâce notamment à Martin Luther King. Dans le logiciel woke, chacun, encore une fois, poursuit et cherche à faire avancer les intérêts identitaires de son groupe. C'est assez triste. On va toujours pas, non. Chacun ne cherche pas juste son intérêt personnel. Ou alors, ouais, bon, bref. Peut-être qu'il veut encore, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, peut-être que les gens qui sont dans une position dominante légitiment leurs intérêts, je sais pas à quoi il fait référence là, ça manque de clarté quand même du coup. Il y a la même chose dans le féminisme, dans le patriarcat, avec l'idée de sororité, que comme les hommes inconsciemment s'uniraient pour faire perdurer le patriarcat, il faudrait que les femmes, par la sororité, fassent la même chose et arrêtent de se livrer. Par exemple, il y a une idée woke selon laquelle la rivalité féminine est construite par la société patriarcale. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les films woke, il y a de moins en moins d'intrigues qui reposent sur une rivalité entre plusieurs femmes. Alors, je sais pas à quel point on peut dire que c'est volontaire, peut-être pas une espèce de stratégie. Peut-être que là, il y a même dans les progressistes, il y aurait un débat à avoir, plus chez les personnes qui sont bien calées sur le genre de, est-ce qu'il y a, je sais pas, une espèce de volonté de créer la compétition féminine pour perdurer le patriarcat. Je sais pas si beaucoup de gens défendent ça. J'avoue, si c'est le cas, je veux bien des arguments aussi. Mais en tout cas, le fait que la sororité, que la compétition féminine ne nuise aux femmes, oui, ça c'est... Et surtout, en fait, dans les œuvres, il y a quand même souvent souvent on illustre la compétition féminine, donc le fait de montrer la sororité, ça montre d'autres schémas, et justement, même dans sa logique libérale, ça devrait être pas plus mal, normalement, qu'on montre que c'est ça possible aussi, de montrer différentes possibilités, quoi. Et donc, il y a toujours, en fait, pour les woke, la société, c'est un grand... Ils ne font que parler d'exemples et d'anecdotes pour faire des couches d'oignons comme les conspis, l'accumulation d'exemples foireux comme un semblant de construction. C'est ça, il n'y a pas de... Par exemple, ils ont dit, il y a racisme systémique, ils ne donnent pas d'exemple de... Je sais pas, ils font pas une analyse de pourquoi ça serait pas valide, où serait le problème d'accepter l'existence des personnes trans. Non, c'est plein d'anecdotes qu'on superpose, et du coup, on se dit, il y a plein de trucs pas bien, on met ça dans wokisme, et du coup, wokisme, c'est pas bien. Je pense que c'est vraiment leur vision qui est manichéenne pour le coup. Enjeu à somme nulle entre plusieurs groupes qui se livrent une bataille. Ça a effacé le message d'antiraciste, le clip de l'Élysée. J'avoue, du coup, là encore, j'ai pas la ref, du coup, j'aurais dû voir le clip en question. Et donc, les Blancs qui disent du bien de Martin Luther King, c'est un bug, c'est un problème, c'est s'approprier des causes qui ne sont pas les leurs, et chaque groupe identitaire doit rester dans sa ligne, ne pas... C'est donc le terme de ségrégationniste, même s'il est assez fort, que Nora a employé, il y a une part de vrai. On a vu ça déjà depuis 10 ans avec les réunions en non-mixité, etc. Et puis pour cette polémique dont vous parlez... La réunion en non-mixité, c'est du ségrégationnisme, c'est ça qu'il vient de dire ? On peut avancer une chose encore, c'est que quand il parle, ce qui était reproché à la vidéo, c'était qu'il n'y ait que des blancs. Et ça, c'est évidemment toujours seulement dans un sens. La diversité, c'est toujours quand il y a trop de blancs. Et quiconque dirait, et selon moi à juste titre, parce que moi je suis universaliste et je pense qu'il faut traiter les gens comme des individus, mais parfois il y a des polémiques, par exemple, sur la composition. Oui, il faut traiter les gens comme des individus, oui. Ils se mouillent pas trop, oui. Je pense que c'est consensuel, ça. Ethnique de l'équipe de France. Polémique, selon moi, scandaleuse, parce qu'évidemment, il faut prendre les meilleurs joueurs en équipe de France. Mais quand il y a des polémiques là-dessus, ceux qui veulent qu'il y ait plus de blancs sont, à juste titre, encore une fois, traités de racistes. Par contre, dans l'autre sens, c'est jamais le cas. Bien sûr.
il prend un peu d'exemples à marge, mais il faut contextualiser aussi. Dans un contexte où il y a une sous-représentation de certaines populations, évidemment que ça revient pas au même que de dire dans ce contexte, quand même, on invisibilise les Noirs, du coup, ça serait peut-être pas mal qu'il y en ait un peu plus, ou on invisibilise les femmes, ça serait bien qu'il y en ait un peu plus. Alors que quand il y a des exemples où il y a des moments où il y a peut-être peut-être que les hommes blancs sont sous-représentés, c'est peut-être un peu anecdotique quand ils sont sous-représentés. Il n'y a pas tout un système où, de manière générale, ils sont sous-représentés. Ça n'a aucun sens de mettre ça sur le dos à dos. Moi, je trouve que sur leur plateau, il y a trop d'anti-woke. Mais vraiment, en vrai, ça aurait été cool qu'il y ait juste une personne pour nuancer le truc. Bon, après, c'est le Figaro. Hein, et ils ont aussi une idée politique. Ils sont eux-mêmes anti-woke et ils avaient envie de faire passer un message. Hein. Le but, c'est pas de faire un truc intéressant. Hein, mais en gros, c'était le message I have a dream, mais remanipulé pour le climat, en plein climat de bail raciste. Ah oui, ok, c'était pas reprendre le discours de Martin Luther King, c'est reprendre le message, mais c'était pas pour le même contexte. Donc forcément, si tu prends le message d'un militant antiraciste, que tu le fais dire par des blancs, et pour un message qui est autre que l'antiracisme, c'est peut-être pas le meilleur move. Le fait qu'il ait pas dit, là c'est malhonnête, ok, merci à Braxas, parce que du coup j'avais pas la ref, donc merci. Le fait qu'il critique le truc comme si le problème c'était juste que des blancs aient repris le truc, sans préciser, ouais mais c'est parce que le truc c'était un truc antiraciste à la base et que maintenant c'est devenu autre chose. Ah, c'est hyper malhonnête, c'est ça. T'as Naël qui se fait buter, une cagnotte organisée, puis on efface les messages antiracistes. Ah oui, c'était dans ce contexte-là en plus. Ouais, ok, là je doute vraiment de son honnêteté si jamais il a passé. Soit il est pas honnête, soit il comprend vraiment pas, c'est pas possible quand même. Bah oui, et tous les libéraux sont partis dans le souci que c'est que les gosses sont blancs, mais ouais, mais sinon c'est fou qu'ils aient pas pris en compte le message lui-même. Parce que c'est ce que m'a dit donc un militant, alors je le genre pas correctement parce que ses pronoms, je crois que c'était AL, mais il s'appelait Pensée, et donc c'est ce qu'il expliquait parce que les forces de l'ordre voulaient faire démarrer le cortège de la Pride radicale et comprenaient pas pourquoi on n'avançait pas, c'était l'heure. Et en fait, il m'expliquait qu'on ne pouvait pas parce que tous les blancs n'avaient pas été triés correctement, et il m'a dit, tu comprends, avec les lois anti-ségrégation, justement, on ne peut pas dire aux forces de l'ordre, oui. Voilà, Oui. Justement, on ne peut pas faire démarrer le cortège parce qu'on ne peut pas dire aux forces de l'ordre qu'on est en train de trier des blancs. C'est légalement, on n'a pas le droit. Donc ils ont quand même conscience que ce qu'ils font est techniquement raciste, de trier des gens sur leur couleur de peau, mais ils le font quand même. Oui. C'est fascinant dans votre livre, Nora Bissini, c'est que vous montrez comment vous-même vous êtes presque à un moment contaminé par cette idéologie à force de culpabilité, et vous expliquez un peu comment se met en œuvre le lavage de cerveau. Et vous expliquez notamment dans la Pride radicale que vous êtes vous-même étonné de voir à quel point les blancs se soumettent à ce genre de discours. Il y a une mécanique qui se met en place d'acquiescement qui est très très puissante. Et je vais même plus loin parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de solidarité de la part de leurs amis donc qualifiés de racisés. Je les entendais quand j'arrivais dire t'as qu'à dire que ton papa est noir, comme ça tu peux rester, ou tu as qu'à dire que dit quelque chose mais que ça se voit pas, comme ça tu peux rester avec nous. Ouais. Et en fait c'était au-delà de ça, c'était de dire on les aide parce que nous-mêmes on comprend pas trop pourquoi c'est appliqué comme ça, mais c'est vrai que la docilité avec laquelle les personnes blanches obéissaient à mes ordres m'a effarée. Et comment moi-même j'ai pu devenir cette autre personne qui pouvait être agacée quand une personne dite racisée contestait mes ordres en défendant les blancs. Et c'est ça qui m'a beaucoup troublée. Et vous vous êtes posé la question, Encore on parle de trucs à la marge. Ouais. Surtout là encore, il y a peut-être des gens qui seraient d'accord. J'avoue que j'ai pas tout le contexte de tout ce qu'elle dit là, mais là elle parle encore de ce qu'on me disait au début. J'imagine elle revient sur le truc du cortège antiraciste là où il y avait les personnes que les personnes blanches devaient pas y être. Ouais. Comme bien même à la limite on pourrait j'imagine qu'il y ait des personnes progressistes qui diraient ouais ok c'est pas ouf ça, qui pourraient admettre ça n'invalide pas le reste. Est-ce que vous avez à un moment où vous vous êtes dit et s'ils avaient raison? Bien sûr, je me suis même demandé ce qui faisait de moi une femme à un moment, parce que je voulais vraiment être en condition pour ce livre. J'écoutais énormément de podcasts, on en parlait beaucoup avec Pierre Valentin, j'écoutais énormément de podcasts, je lisais beaucoup d'ouvrages, il y en a certains que j'ai trouvé vraiment intéressants aussi, et du coup à force je me posais moi aussi des questions, et je pense que c'est ce qui participe à cette culpabilité tout le temps, d'être moi-même régie, dirigée, et d'écouter des choses où on passe mon temps à m'expliquer tous les privilèges que je possède, et de moi-même devoir appliquer ces oppressions et ces privilèges, ça me culpabilisait beaucoup. Enfin, qu'a dit, elle se demandait ce que c'était une femme dans le sens où vu qu'elle est dans un milieu où les gens questionnaient parlaient des questions de genre et tout ça, elle s'est elle-même questionnée sur ça, sinon si c'est juste ça, oui c'est peut-être plutôt sain de se demander pourquoi on se qualifie comme ci ou comme ça. Et moi-même devoir appliquer ces oppressions et ces privilèges, ça me culpabilisait beaucoup. Et juste pour rebondir là-dessus, dans les... Si jamais elle a vraiment des privilèges et qu'un les reconnaît, où est le problème des fois de culpabiliser? Si jamais il y a un souci dans certains de nos comportements aussi, culpabiliser, je trouve pas forcément que c'est une mauvaise chose, mais bref. Après culpabiliser, l'idée, là encore, est-ce que ça culpabilise quand on a des privilèges? Je pourrais dire j'ai certains privilèges, est-ce que je dois en culpabiliser? Je sais pas si ça pousse à reconnaître quand on a certains privilèges, doit pas forcément pousser à culpabiliser. L'idée c'est pas de s'auto-flageller, d'avoir oh là là je suis un vilain blanc.
en fait. Je sais pas quelle vision ils ont du truc. Elle a été dans les milieux intersectionnels les plus caricaturaux, quoi. J'ai jamais vu de ça de mes propres yeux. Ben, ouais, et du coup, c'est ça. Mais depuis le début, c'est ça, on prend des trucs à la marge et on s'en sert pour taper sur le progressisme en général, vu que dans leur définition, à un moment on dit que les woke c'est les extrémistes, et puis juste après on donne une définition, en fait on donne des exemples qui rassemblent une grosse partie des progressistes, et juste après on repart sur des exemples complètement à la marge où la plupart des progressistes seraient contre ou n'auraient même pas d'avis. Il y a souvent un procédé rhétorique qui est de commencer par réciter les péchés de l'homme blanc, en quelque sorte, donc en parlant de la ségrégation, en parlant de ce genre de choses. D'abord pour essayer de se mettre subtilement et hypocritement dans la roue des antiracistes il y a 60-70 ans, mais aussi pour faire, si vous voulez, c'est comme ça que je l'interprète, monter la jauge de culpabilité dans le lecteur pour qu'ensuite il soit prêt à accepter « Ah, il faut que je fasse tel séminaire antiraciste, il faut que j'arrête de faire ça ». Là, je pense qu'encore, vu qu'ils ne comprennent pas la différence entre le système et l'individu, ils pensent que si on dit, oui, effectivement, dans l'histoire, la France ou les Blancs, certains groupes fait que certains Blancs aient fait tel ou tel truc, évidemment, c'est pas moi qui ai participé à ces trucs. Mais du coup, le fait de dire que la France a fait tel truc, ça ne doit pas culpabiliser d'un truc auquel j'ai pas fait. Ils font pas la différence aussi entre l'individu et tout le contexte. Du coup, lui dit, pour lui, il y a une rhétorique de ça vous fait culpabiliser, comme ça, du coup, on fait culpabiliser d'être blanc parce que les Blancs, ils ont fait des trucs pas bien. Du coup, vous devez ensuite faire des trucs antiracistes. C'est limite complotiste son récit. Et d'une certaine façon, c'est mettre du bois sur le feu pour ensuite nourrir l'analyse théorique et la faire passer, faire une sorte de cheval de Troie par la culpabilité pour faire passer. S'il y a vraiment ce procédé-là, ça faudrait le démontrer. Parce que là, il dit, il y en a qui font ça, est-ce que vous avez des exemples? Là, sinon, c'est juste un truc qui sort comme ça. Et je vois aucun exemple de gens qui feraient ça. Hein. Genre, on ferait culpabiliser certains groupes et ensuite, comme ça, on leur dit, ah, vous devez vous engager. On leur fait culpabiliser en plus sur des trucs qu'ils n'ont pas fait pour les inciter à s'engager ensuite. Ça me semble gros quand même. Des concepts toxiques chez le lecteur en l'ayant préalablement travaillé à la culpabilité macérée dans le long terme. Le succès de cette idéologie, c'est en effet la culpabilité, mais c'est aussi peut-être la simplicité. Le fait que. Donc, le succès de cette idéologie, c'est la culpabilité et la simplicité. Non, c'est juste le fait que, globalement, quand on explique aux gens qu'il y a un problème, ou que, tout simplement, quand des gens montrent qu'il y a une situation qui les fait souffrir, peut-être que les gens qui sont peut-être pas trop égoïstes, ils prennent ça au sérieux et sans culpabiliser. Effectivement, ça propose une clé de lecture assez simple du monde, qui est justement le contraire de la fiction. Comme le disait Philippe Roth, la fiction, le roman, c'est ce qui permet justement de montrer un destin particulier qui échappe aux grandes lectures, aux grandes idéologies. Et c'est peut-être ça finalement qui fait le succès de ce wokisme, c'est que ça offre une carte pour s'orienter dans le monde assez simple en fait. Exactement, ça divise le monde, le mâle blanc cisgenre hétéro est méchant, la minorité ethnique est sacralisée et gentille. Personne dit ça. Bien, c'est très étrange et vous avez raison, Philippe Roth disait ça, cité notamment par Finkielkraut dans l'après-littérature, que la mission de la fiction c'est de sonder des destins individuels, de montrer que l'être humain, peu importe. Et il cite Finkielkraut, c'est ça ses références? Ses déterminismes, a une singularité, des amis, un destin, une subjectivité, une personnalité, et qu'il sera toujours plus complexe que ce que les grands discours idéologiques veulent en faire. Que quoi que disent les woke sur des groupes qui s'opposent, et en réalité il n'y a pas de groupe, il y a des individus, et parfois un individu noir, en termes de personnalité, de vie, de milieu sociologique, va être extrêmement proche d'un individu blanc, et à l'inverse, deux individus noirs peuvent n'avoir absolument rien à voir. Le woke et la mission de la... Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des groupes, surtout en termes de structure sociale, quand bien même en termes de personnalité, c'est chaud le fait de ne pas comprendre, de rester sur cette logique hyper individuelle. Lui, en fait, il croit que dès qu'on parle de groupe, on dit c'est tout le monde, genre si on dit il y a un rapport de domination où tel groupe domine l'autre, ça veut dire que tout ce groupe est méchant ou il est... Et du coup, lui, son contre-exemple, c'est mais non, regardez, il y a des noirs il y a certains individus noirs qui ont une personnalité proche de celle de certains blancs. Ouais, je pense que personne au monde conteste ça. Mais justement, chez les antiracistes, il va justement avoir un discours où on va déconstruire certains mythes sur certaines différences intellectuelles ou quoi. On va dire, ben non, la variabilité, surtout alors, d'un point de vue génétique, surtout la variabilité des individus, d'un groupe à l'autre, oui, elle est quand même assez minime, quoi. Et la mission de la littérature, c'est de montrer ça. Il n'y a pas des groupes, dans la société, il y a une somme d'individus auxquels on ne peut pas infliger de tort. Et la fiction, justement, son rôle, notamment, c'est de construire notre capacité d'empathie, en nous rappelant que quand on parle de discrimination positive, par exemple, ou de choses plus... Et oui, je reviens sur ce tout à l'heure, c'est que lui, il ne comprend pas qu'il y a des groupes. Pour lui, dans son prisme individualiste, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de... Je sais pas, certains groupes qui ont un ascendant sur d'autres, il n'y a pas de rapport... Il n'y a pas de rapport de groupe, quoi. En fait, s'il dit ça, c'est juste qu'il fait fi de tout un paquet d'études de sciences sociales, quoi. Bon, après, à droite, il ne croit pas en la sociologie, généralement, c'est assez
Il y a beaucoup de gens à droite qui sont anti-sociologie ou alors qui l'ignorent, ça n'existe pas, quoi. Mais je remarque même en psychologie, il y aurait pas mal de trucs pour les contredire. Hein. Plus grave, au fond, on discrimine des individus et pas des abstractions. Pas les abstractions dont parlent les woke quand ils disent les blancs, les noirs, les femmes, les trans. Derrière, il y a des individus qui ne sont pas forcément privilégiés. Il y a des blancs privilégiés, mais il y a des blancs qui ne sont absolument pas privilégiés. Et donc la mission de la littérature et de la fiction, c'est de construire nos capacités d'empathie. Et quand on remplace dans la fiction des individus par des capacités d'empathie... Qui dit que le but de la fiction, c'est de créer de l'empathie, quoi. Ça, c'est une vision qu'il a, lui. Je pense que d'autres gens, même plus à droite, justement, d'autres gens à droite diraient ça, c'est ta vision. On pourrait être contre et penser qu'un film qui n'a pas ces valeurs-là pourrait être bien aussi. Si pour lui, il est déjà dans une certaine vision ou certains films, du coup, qui auraient on pourrait dire de mauvaises valeurs, seraient pas bien, du coup. Ça, c'est souvent, il y a beaucoup de gens qui comprennent, c'est le problème avec le terme idéologie, souvent avec ce qu'on met derrière. Souvent, beaucoup de gens se rendent pas compte que eux-mêmes ont une idéologie. Enfin, surtout si on voit idéologie au sens large, c'est des fois les gens vont se dire ça c'est pas objectif, c'est idéologique. Mais eux-mêmes, à partir du moment où tu as une certaine vision du monde, et ça peut être tout autant biaisé, et ça peut être souvent tout autant subjectif. On remplace dans la fiction des individus par des sortes de stéréotypes. Voilà, quand Alain Finkielkraut a une formule, je crois qu'il dit le prototype. Chaque noir devient le représentant interchangeable de tous les noirs, chaque blanc le représentant oppresseur interchangeable de tous les blancs. Et la fiction ne joue plus son rôle. Elle insère les narrations idéologiques dominantes et elle les métaphorise en personnages. C'est pas le rôle de la fiction. Nora Boussini, vous avez parlé de... Le rôle de fiction. Là, il y a trop de trucs. J'avoue, là, je sais. Bon, je sais pas bien répondre là. La souffrance, parfois même psychologique, que peuvent avoir certains de ces militants. Quelles sont selon vous les conséquences sociales de ce discours dans le débat public? Parce c'est vrai qu'on les attend, les conséquences sociales, hein, parce que jusque-là... On en parle, on débat, on essaie de comprendre les ressorts. Mais est-ce que ça a des impacts dangereux sur la société? Est-ce que c'est en quoi ces discours-là créent une société qui est dangereuse parce qu'elle va mettre du ressentiment ou elle va créer une mentalité victimaire qui peut avoir des effets nocifs? Je pense aussi alors avant toute chose, je vais répondre, mais je pense qu'il y a des choses qui sont importantes dans le militantisme, et c'est ce à quoi j'ai été confrontée aussi. C'était des personnes qui me ramenaient à une forme de militantisme basique, qui était de dire on est un couple homosexuel, on veut juste pas se faire frapper dans la rue, et c'est pour ça qu'on milite. Et moi, je trouvais ça tout à fait recevable. Et c'est pour ça que c'est vrai que j'essaie d'être prudente sur la manière de pathologiser ou non des individus. Même si je dénonce les autodiagnostics, c'est pour essayer d'éviter de pas pathologiser. Je pense juste... Elle a raison, je pense que ça aurait été bien encore d'insister encore plus sur le fait pour bien distinguer... Parce que souvent, il y en a qui vont dire à partir du moment où on est pro-LGBT, ils vont amalgamer ça avec le woke. Bon, elle indifférencie le fait que... Bon, en tout cas, elle est d'accord pour dire oui, il y a des gens qui veulent juste pouvoir vivre tranquillement et que ça, elle est OK. Donc, ce qui est quand même le minimum. Juste tout simplement à force de parler toujours par oppression, par violence, on devient conditionné à la souffrance. Et c'est vrai que je trouvais que Conditionné à la souffrance. OK. Après, s'il y a des gens qui vivent des oppressions, oui, ils en parlent. Est-ce qu'ils se conditionnent à la souffrance pour dire des trucs comme ça, faudrait des bons arguments, il faudrait des bonnes sources solides quand même. Hein, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu son impression, quoi. On se conditionne à la souffrance, là, on est sur un vocabulaire psychologique, mais j'attendrai des sources, quoi, pour dire des trucs comme ça. Même dans le dynamisme de ces personnes militantes, notamment en région, notamment parce que j'ai fait pas mal d'actions. Il y avait un manque de dynamisme dans l'action, il y avait un côté beaucoup plus cassé, et je sentais aussi, c'est pour ça que j'ai refusé de nouer des amitiés, des relations d'affection avec ces personnes, déjà parce que aussi je culpabilisais constamment, mais vraiment constamment, et aussi parce que je me disais, si ce sont des personnes qui sont en souffrance, quelle que soit leur souffrance, je ne les diagnostique absolument pas, je ne peux pas me permettre de les utiliser et de les manipuler. Pierre-Valentin, peut-être un dernier mot sur les conséquences sociales du wokisme. Vous en parliez dans votre note, à la fin de votre note de la Fondapol. Pourquoi ça doit être un sujet de société? Parce que ça a des conséquences sur l'avenir de l'ensemble de la société. Bien sûr, je parlais au début du fait que c'est les élites de demain. De ce point de vue-là, c'est pas marginal du tout. La culture a tendance à dégouliner, si je puis dire, des centres culturels parisiens vers le reste du pays. Et ce qui a tendance à avoir lieu, c'est qu'on a une conflictualisation de tous les rapports sociaux. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'exemple d'une entreprise, d'un parti, d'un milieu. Lorsqu'il devient woke, lorsqu'il se wokise, on a, pour le dire crûment, un budget ressources humaines qui explose. On a une micro-agression détectée par-ci, on a un regard insistant détecté par-là, et donc ça installe un climat, je dirais, de défiance mutuelle, de suspicion. C'est un facteur donc c'est à la fois une cause et une conséquence de l'effritement du lien social. On est obligé de faire une grande publicité pour pouvoir mobiliser les gens avec soi et dire « aidez-moi à annuler telle personne, aidez-moi
Et dans ce contexte-là, on voit déjà ce que ça donnait, par exemple, au sein de la France Insoumise. La France Insoumise a expérimenté pendant quelques temps avec un principe, ou plutôt la suspension d'un principe, qui était donc la suspension du principe de présomption d'innocence. Où de part et d'autre, on a décrété pendant un certain temps que la présomption d'innocence n'existait plus et qu'un simple témoignage, ou pour citer Clémentine Autain, des faits circonstanciés graves, était suffisant pour faire sauter un homme de son poste. Ouf. Voilà, ça pique. Il y a souvent un usage n'importe comment de cette question de la présomption d'innocence. On a vu, ça c'est un premier principe qui a déchiré la France Insoumise, et ça s'est, je dirais, multiplié. Le truc, c'est que la justice, je ne sais pas si je serais bien expliqué, mais présomption d'innocence, c'est un concept juridique qui souvent est utilisé un peu n'importe comment dans le langage courant et qui est galvaudé. Je ne sais pas s'il fait référence à Ketenens, non, à quoi il fait référence, je ne sais pas. En tout cas, oui, si les témoignages, tout dépend du contexte, mais oui, un témoignage, ça peut quand même déjà donner pas mal de billes. Enfin, il faut contextualiser peut-être suivant le nombre de témoignages, si tu as de ça. Mais en tout cas, des fois, il peut y avoir une présomption d'innocence dans le sens où, je sais pas, on va prendre le cas d'une personne où c'est, je sais pas, genre PPDA, tu vois, une personne ou Darmanin, des gens où il y a clairement des trucs qui les incriminent. Ouais, il n'y a pas besoin de, effectivement, juridiquement, c'est bien qu'il y ait une présomption d'innocence pour pas qu'il soit condamné avant le jugement. Mais socialement, oui, on a assez d'éléments pour les mettre de côté, quoi. Je sais pas, Darmanin, oui, il y a assez d'éléments pour dire il a rien à faire au gouvernement, quoi. Ou de ses idées qui n'ont rien à faire au gouvernement non plus, mais bref. Surtout que des agresseurs peuvent être innocentés, genre normal. Oui, voilà, le fait que la personne soit innocentée ou qu'elle soit pas encore jugée, ça n'implique pas qu'on a assez d'éléments. Et surtout, je pense que surtout politiquement, oui, une personne, pour être à l'avant-garde d'un groupe politique, surtout pour un groupe politique progressiste, oui, ça craint si tu montres pas que t'es quand même bien. Je vais pas dire tout blanc ce serait pas juste, mais en tout cas que tu fais quand même des efforts et que t'es pas craignos, quoi. Et après, et encore, tout dépend de la réaction. Et là encore, je pense là on en revient au fait que ce soit eux qui ont une vision manichéenne, mais je pense que les cas, tout dépendrait de. Est-ce que c'est une personne qui dit comment elle réagit, cette personne qui est accusée? Parce que si c'est une personne, ce qui arrive quasiment jamais, par exemple, qui dirait effectivement, j'avoue que j'ai merdé, mais je vais faire ce que je peux pour changer les choses ou quoi, ça arrive très rarement, mais si la personne réagissait comme ça, elle serait peut-être moins blacklistée ensuite. Et après, il y a quand même une question de la représentation. Pour représenter un mouvement antisexiste, le fait d'avoir une personne où on a de bonnes raisons de penser qu'elle est vraiment antisexiste, c'est quand même mieux, quoi. Ou divisé, c'est selon, avec un autre principe qui est celui de la guerre raciale. Et on avait d'un côté, à base de grenades délatrices anonymes, un camp avec Rokhaya Diallo en dehors du parti qui soutenait Taha Bouafs dans le parti, qui lui était accusé par d'autres membres du parti, qui eux répliquaient en essayant de faire accuser Quatennens, et on voit comment les querelles d'ego, je veux dire vieilles comme le monde au sein des partis, étaient cette fois-ci non plus jouées au bon vieux coup de couteau dans le dos, mais à des bazookas délatrices, si vous voulez, des lance-roquettes anonymes pour dire je vais faire annuler telle ou telle personne. D'ailleurs, je me permets de revenir sur quelque chose. Mot pour mot, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. C'est-à-dire que moi, on m'a expliqué en formation que elle avait dit qu'elle répondrait à la question précédente sur quel était le problème, les conséquences sociales. Elle est partie sur autre chose, mais je crois pas qu'elle a répondu à la question du coup, elle. Si, parce qu'elle a un peu, j'ai l'impression qu'elle a un peu bégayé. Elle a dit je vais répondre à la question, mais elle est repartie sur autre chose. Et je crois pas qu'elle ait répondu du coup. Je pense qu'elle s'est sentie, je sais pas si elle a compris sur le moment qu'elle avait pas trop de trucs à dire, parce qu'on les attend du coup les conséquences sociales. La présomption d'innocence n'existait pas. Par conséquent, j'étais censée, comme j'étais au service d'ordre, si une femme, une personne venait me voir en me disant tel individu m'a fait du mal, j'étais censée l'exfiltrer de la manifestation. Sans débat. Non, parce que je suis censée faire confiance à la victime et croire. Parce que justement, ces victimes, on te croit. Alors, c'est quelque chose sur lequel on pourrait débattre longuement aussi. Ouais, quand il y a une victime qui parle, vaut mieux la croire de manière générale, ouais. Évidemment, mais en l'occurrence là, moi je peux juste le constater, c'est vrai que j'ai été missionnée pour qu'il n'y ait pas de présomption d'innocence. Écoutez, merci à tous les trois. Notre émission touche à sa fin, mais on aurait pu encore débattre longtemps de ce sujet, de ce vaste sujet qui, je suis sûre, continuera. J'ai l'impression qu'ils ont débattu. Je suis pas sûr que ce soit le bon mot débat, mais bon. À faire l'actualité. Merci à tous les trois pour ce débat absolument passionnant. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau club Le Figaro ID. Les nouveaux obscurantistes. Très bonne soirée à tous. Bon, je pense que c'était clairement pas le live le plus intéressant. Bon, j'ai trouvé la vidéo très très peu intéressante. Je suis pas convaincu, j'ai peut-être pas moi-même rebondi sur tous les points, j'ai peut-être pas dit tout ce qu'il y avait d'intéressant à dire sur le truc, hein. Je pense que notamment le fait que j'avais pas forcément toutes les références des films et tout dont il parlait. Bon, je sais pas du tout ce qu'on va faire la semaine prochaine. C'est vrai que des fois, bon, j'ai pas forcément le temps, mais faudrait peut-être que je regarde un peu plus les vidéos pour voir si... En fait, quand j'ai vu des petits bouts de la vidéo, je m'étais peut-être que j'avais vu Wokisme au Figaro et en regardant le début, je me suis dit, oh, ça va être intéressant d'y répondre. En vrai, peut-être qu'il y aurait eu des trucs plus intéressants à répondre en fait sur la question du wokisme. Mais là, c'est quand même un peu trop creux. N'hésitez pas toujours à me dire s'il y a des trucs qui vous
que vous pensez qui serait intéressant à React. Je vais vous remettre le lien du Discord aussi pour ceux qui veulent venir et qui veulent peut-être me faire des suggestions. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, moi j'ai l'impression que c'était pas hyper intéressant, mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez que ça l'était. Allez, bonne soirée tout le monde.